Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Presse Plus. Autour de la table, nos invités et consultants habituels. Sur ma droite, donc à gauche de votre écran, Dr Amadou Bounti Diallo, ancien chercheur à la retraite. Docteur, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. À côté de vous, docteur, il y a Traoré Daouda, journaliste professionnel, directeur de publication du journal Le Matinal. Traoré Daouda, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et en face, il y a Ousseini Issa, journaliste professionnel. Ousseini, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Presse Plus donc vous propose deux sujets aujourd'hui, dont je vous propose le menu, donc le résumé, avec Boubacar Amadou, notre camarade de la rédaction de la télévision Bonferré. Aujourd'hui, dimanche 28 janvier 2023, Presse Plus présente deux gros titres à la une. Deux titres relatifs, l'un à l'incarcération surprise du coordinateur national du M62 alors qu'il était en procès pour l'affaire Tamou. Et l'autre titre traite de ce début d'ébullition du Front social avec la grève de l'ITN, l'intersyndicale des travailleurs du Niger. Le premier titre est intitulé « Le coordinateur du M62 en prison, l'embastillement de trop ». Et le second titre, quant à lui, il est intitulé « Front social, l'intersyndicale des travailleurs hausse le ton ». Voilà donc pour le menu d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous. Le menu, vous l'avez suivi, il s'agit de deux sujets. Le coordinateur du M62 en prison, l'embastiment de trop, ou Front social, l'intersyndicale des travailleurs hausse le ton. Mais avant d'y arriver, actualité oblige. Et une fois n'est pas coutume, on va parler sport, football notamment. Le MENA national vient de se qualifier pour les demi-finales du championnat d'Afrique des Nations, CHAN. C'est une première. L'événement, évidemment, est célébré par la jeunesse nigérienne, les sportifs nigériens, mais pas seulement, la nation entière. Quelques mots par rapport à ça, docteur? Bon, en 2012, moi j'étais en Égypte avec le MENA, parce qu'à l'époque j'étais conseiller chargé du secteur à la présidence. C'est normalement dans le bus qu'on nous a informé qu'en réalité qu'on était qualifié. Parce que, après la défaite 3-0, hein, en 2010. Hein. 2012. 2012, oui, c'était la CAN 2012. Oui, bon, CAN, effectivement. c'était, oui. Après, on était dans la même poule avec l'Afrique du Sud. Oui, j'étais avec le MENA oui. Au niveau de Libreville, où nous sommes restés, je crois, plus de 22 jours. Ce qui est certain, c'est qu'avec un peu de volonté, on se rend compte qu'il n'y a pas de petite équipe à l'heure actuelle. Le football est de plus en plus scientifique, si je peux me le permettre. C'est-à-dire que si vous y mettez les moyens et la volonté, il est possible en tout cas d'atteindre le haut niveau. Et vous avez vu un pays comme le Maroc, c'est pas seulement maintenant avec le... Il faut vous rappeler que... Avec le parcours mondial, là. Oui, ça a commencé avec Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait pitié de son âme. C'est quelqu'un qui avait des ambitions pour son pays, c'est quelqu'un que je respecte énormément, parce qu'il a fait beaucoup de choses pour son pays, et il a fait en sorte que, tout en ne possédant par exemple pas de pétrole, que ce pays-là puisse en tout cas figurer parmi les pays qui comptaient aujourd'hui. Tout le monde voit la place qu'occupe le Maroc, aussi bien dans le domaine du sport que dans le domaine de la santé ou dans le domaine même industriel. Donc je me dis que véritablement nous sommes en train de poser les jalons. Ce que le Moyen-Âge a fait est extraordinaire. Nous souhaitons que cette dynamique-là soit maintenue et que les autorités continuent à financer le sport. Pas seulement le football, même la lutte, on peut la professionnaliser, comme au Sénégal, même si ce n'est pas avec une lutte avec frappe. On peut aussi financer un certain nombre de domaines. En tout cas, notre souhait, c'est que le pays reste sur cette dynamique-là et que la gloire continue à inonder. Et surtout qu'en dehors du divertissement et tout, c'est les secteurs sportifs notamment, pouvoir d'emploi, hein, beaucoup de pouvoir d'emploi, et surtout pour les jeunes. C'est un secteur qui engloutit beaucoup de travailleurs, si jamais il est structuré. S'il est structuré, il y a aucun problème, ça crée beaucoup d'emplois. Oui, et puis, ça rapporte beaucoup d'argent aussi. Oui. Ne l'oubliez pas. Parmi ces joueurs-là, certains vont être vendus. Il ne faut pas se baisser. Moi, j'ai vu beaucoup sont de classe internationale. Ils vont finir dans des clubs. La FENIFOOT va engranger de l'argent. Ça va être injecté dans l'économie du pays. En tout cas, nous, notre souhait, c'est que le Niger reste sur cette trajectoire. Et je vous propose, c'est bien, avant d'arriver à vous, Tradam, donc le résumé de ce match avec les buts, etc. La performance, en fait, sur le terrain
de cette équipe Chan MENA a pris. In the tournament so far, Aziz and that almost finds its way in. Heinikoi doing well up front. It's Imorana! Niger's Menas go ahead. It's Imorana with the goal. Ajapong. Oh, big opportunity for Atukwe. Danger for Ghana, and it's there to Aziz. They scrap for it in midfield. Bilia does well. Heinekoy! And the Menas are 2-0 up with a beautiful strike. Niger are through to the semi-finals. They will meet Algeria on Tuesday. Alors, Tradam. Oui, merci beaucoup. Ouais, c'est extraordinaire ce que peut faire le sport. Nous sommes dans une situation très constipée politiquement, socialement, tout le monde se plaint. Mais vous avez vu, avec la victoire de MENA, on a senti que les Nigériens ont trouvé le point commun, le fédérateur. Tout le monde est content, que ce soit de l'opposition, du pouvoir, de quelque part que tout ça, au moins tout le monde est fier d'avancer. C'est pourquoi donc les pouvoirs publics doivent se donner, en tout cas les moyens, le temps nécessaire pour investir dans... Au moins, ça permet aux Nigériens, à défaut de faire des combats politiques, au moins d'être heureux chez soi que son pays ait une victoire au moins dans ce domaine. Absolument. Moi, c'est pourquoi je dis, bon, le sport, quand vous voyez beaucoup de pays sont développés, mais c'est l'endurance, l'abnégation, le sérieux dans l'investissement dans ce domaine qui fait que on arrive un jour à le côté des lauréats. Et aujourd'hui, ça nous différencie un tant soit peu du Nigeria. Oui, absolument. Tout le monde sait. En termes de visibilité. Voilà, en termes de visibilité, aujourd'hui, les gens savent Oui. c'est où le Niger. Donc, c'est vraiment un truc à encourager. Absolument. Et j'espère qu'on ira encore un peu plus. Après, mardi, on aura une autre victoire. Et puis, ainsi de suite, Inch'Allah. Oui, ça vous parlait de joie. Tout le monde, en tout cas, ça a créé la joie. Tout le monde était content là-bas, mais aussi ici, à Niamey et dans tout le pays. Là-bas, surtout, l'ambiance était à la fête. Après cette victoire, un succès, à n'en point douter, qu'il faut célébrer comme il se doit. À propos de suivre donc, cette ambiance là-bas, des MENA et d'une bonne partie de la délégation du Chan. J'ai vu même que le président est intervenu. Oui, oui, absolument. Formidable performance du MENA qui se qualifie avec panache pour les demi-finales face au Ghana. Parcours exceptionnel, plein d'envie et de combativité en attendant la confrontation avec le pays hôte. Bravo aux joueurs, aux coachs, au staff technique et aux nombreux supporters. Ça, c'est sa réaction sur Twitter. Il a appelé téléphoniquement aussi pour la vidéo là, mais bon, elle n'est pas de bonne qualité. Et c'est pourquoi nous ne la diffusons pas. Mais en dehors et au-delà, enfin en dehors du président la pluie, il y a eu plusieurs autres réactions. Mais c'est déjà le premier des Nigériens qui a réagi aussitôt après cette victoire. Ça prouve ce que Tradam a dit tout à l'heure. Ça peut fédérer les gens si jamais on y croit. Ça fédère les gens. Le sport a toujours fédéré les gens. Parce qu'au-delà de toute autre considération, c'est un sport collectif qu'on a à faire ici. Et même les sports individuels, on voit bien quand nos ambassadeurs vont ailleurs, ils ramènent un trophée, une coupe. Tout le monde est content. On a vu avec Alphaga, en taekwondo, tout le monde est content parce que ça donne une visite, comme l'a dit Tradam, un peu comme avait dit au pays. On nous distingue aujourd'hui clairement du Nigeria, alors que jusqu'à une période récente, quand on parle du Niger, les gens pensent que c'est le Nigeria.
Maintenant, concernant un peu le parcours de ce MENA, ce que j'ai hérité, c'est que c'est une équipe soudée, avec plein de talents, n'est-ce pas? Ils ont démontré le talent et ils sont sans complexe. Absolument. Parce qu'ils gagnaient successivement le Cameroun, faire match nul avec, comment on appelle, Congo, gagner le Cameroun et venir gagner le Ghana. Mais c'est quand même un parcours exceptionnel. Et meilleure défense sans encaisser de but. Sans encaisser de but. Ça, vraiment, chapeau pour cette équipe, mais chapeau surtout pour Aaron Abdullah que je connais, qui a toujours été un coach l'entraîneur de cette équipe. Très modeste, mais très performant. Moi, j'ai dit, il mérite vraiment de prendre en charge tout ce qui, en tout cas, équipe nationale, dans le domaine du sport. Parce que le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Quand on se qualifie à un championnat ou à une coupe, on cherche des gens dehors. Pour venir, on doit l'encourager à maintenir cette performance-là, parce que moi je me dis, il peut aller vendre ses talents même à l'extérieur du pays. Alors, je pense que à travers ce que le MENA nous a démontré, et moi je ne désespère pas de nous voir en finale. Parce que le prochain match, c'est le mardi prochain, contre l'Algérie, le pays organisateur. C'est quand même le favori de d'accord, mais bon, ce que j'ai vu, en tout cas, le talent qu'ils ont développé, ce que j'ai vu sur le terrain, là, je me dis... Non, l'avantage sans interrompre, c'est que c'est eux qui ont la pression, nous on n'a pas la pression. C'est eux qui sont les organisateurs. Ça peut être un avantage. C'est un avantage. Mais faut-il encore l'exploiter? Oui, mais moi je dis, je ne désespère pas, je ne fais pas de doute qu'ils vont jouer sans complexe devant les Algériens aussi. De la même manière, ils l'ont fait avec le Ghana, ils l'ont fait avec le Cameroun, ils l'ont fait avec le FDC, ils vont le faire aussi avec le Cameroun et le pays hôte. Et je n'exclus pas qu'on sorte victorieux, en tout cas, de ce challenge-là aussi. Le Congo, c'est l'autre Congo. C'est le Congo-Brazzaville, c'est pas la RDC. Non, c'est juste pour... Moi, je doute même que l'Algérie puisse tenir devant nous. Étant entendu que contre la Côte d'Ivoire, il a fallu que l'arbitre leur donne un coup de pouce. Moi, l'équipe ivoirienne a dit bon, en tout cas, c'est gratuit. Donc, quel que soit le niveau auquel on va nous éliminer, en tout cas, ce qui est certain, c'est que... À ce stade, déjà, c'est bien. Non, on a démontré ce dont on est capable. Et puis moi, je pense que quand même, il faut tirer le chapeau à la gendarmerie. Parce que l'ossature de cette équipe-là, au moins, nos gendarmes... savent dépendre. 0 but. Donc au moins, sur ce plan-là, moi je pense que vraiment chapeau au commandant de la gendarmerie ici sur le terrain. Mais les défenseurs, ce n'est pas des gendarmes. Mais dans tous les cas, nous sommes plus conscients. Oui, ici la gendarmerie nationale est aussi sur le terrain. Ils dépendent de la même manière que eux là, ils dépendent le machin. Moi je pense que ce serait une bonne chose. En tout cas, chapeau à tous ceux qui ont participé à cette victoire-là. Et moi, je connais la structure parce que je l'ai suivi pendant un moment. Mais sincèrement, il faut reconnaître. Et ça me demande, souvent, ça demande, parce que les gens pensent que c'est vrai que le sport, aujourd'hui, il faut investir. Non, le foot, il faut de l'argent. Vous savez, là, c'est seulement entre 500 et 600 millions, hein, le tout. La délégation, l'équipe, la préparation et tout. C'est entre 500 et 600 millions. Et si ça peut donner ce résultat. Non, mais c'est qu'il va falloir défalquer des milliards. Hein. Oui. Il n'y a rien à faire. Moi, je pense que ces gens-là, il faut au moins leur offrir ne serait-ce qu'une maison chacun, au moins même pas une parcelle, au moins chacun une maison, faire peut-être la promotion de Doula, ainsi de suite. Moi je pense que ça peut les encourager. Beaucoup ne voudraient pas aller à l'étranger, parce que vous voyez qu'à l'étranger, il y a beaucoup de problèmes. Même s'ils gagnent beaucoup d'argent, en réalité, les impôts prennent. Mais s'ils peuvent rester localement, être dans les conditions, moi je pense que mais ça, il faut revaloriser ou valoriser davantage le championnat local pour que ces gens-là aient envie de rester. Vous savez, moi je me dis que ça, c'est de la responsabilité peut-être des grandes entreprises. Au lieu de détourner des milliards et aller les cacher dans, autant même financer ces équipes-là pour faire en sorte que, en tout cas, la société que vous dirigez puisse bénéficier aussi bien en termes d'image qu'en termes financiers. Voilà, des retombées. Voilà. Alors donc, bravo MENA, bravo à toute l'équipe pour cette brillante qualification. Prochain adversaire, donc, l'Algérie, le pays hôte. Et comme Tradam l'a dit, c'est sans complexe. La pression sera peut-être, et c'est même pas peut-être, la pression sera surtout sur les Algériens et pas sur les MENA. Un atout, donc il faut exploiter à fond pour pouvoir continuer sa route et jouer la finale. Et en tous les cas, qu'on passe ou qu'on soit éliminé, on ira jusqu'au terme de ce tournoi, puisqu'on va jouer au moins la troisième place, même en cas d'élimination. Et surtout, vous savez, donc, sur le petit appel téléphonique dont vous avez fait cas, le président, ils ont demandé au président de venir pour la finale. Il dit allez-y en finale. Donc ça veut dire que c'est ouvert, c'est une possibilité. Bon, il a dit allez-y en finale, au cas où, donc il y a une possibilité en tout cas.
s'il en a effectivement. Moi, je suis sûr qu'il va le faire. Si les gens se qualifient pour la finale, puisqu'on l'a déjà entendu, il sera forcé, plus ou moins entre griffes, donc, de faire ce déplacement et de tenir sa promesse. Voilà, bravo maintenant, donc bon vent. Et nous continuerons à regarder, à soutenir surtout. Premier sous-thème de presse plus, on revient à la normalité. Hein. Premier sous-thème de presse plus, donc premier sujet, le coordinateur du M62 en prison, l'embastiment de trop, le résumé est signé Boubacar Amadou. Le coordinateur du M62 en prison, l'embastiment de trop, alors qu'il était en procès sur plainte du gouvernement dans l'affaire des événements de Tamou. Abracadabra, le chef d'accusation de divulgation et de publication de données de nature à troubler l'ordre public et à la surprise abandonné par le parquet pour un autre, celui de complicité à un incendie de hangar sur le site d'orpaillage de Tamou. Aussitôt dit, aussitôt mis sous mandat de dépôt. Et depuis, Abdoulaye Seydou garde prison à Kolo. Le coordinateur du M62 paye-t-il le prix de sa liberté de ton, perçu comme un embastiment, voire un isolement d'une voix discordante? L'incarcération de Abdoulaye Seydou est-elle l'embastiment de trop? À suivre le débat. Alors, donc, comme vous l'avez suivi dans ce résumé, le coordinateur du M62, tout nouveau, l'un des derniers mouvements de la société civile à voir le jour, donc, qui a à son actif quelques actions quand même d'éclat, notamment une manifestation de rue il y a quelques mois, détenu à la prison civile de Kolo depuis bientôt 5 jours, en tout cas depuis le 23 janvier dernier. Il est gardé sous le chef d'inculpation de complicité à un incendie qui porte sur un ou plusieurs hangars du site d'orpaillage de Tamou. Vous vous rappelez Tamou, où ces incidents, enfin ces événements ont eu lieu il y a récemment, les frappes aériennes des forces armées nigériennes. Je propose de suivre pour plus de détails l'élément de ce procès qui a avorté au dernier moment du coordinateur du M62 le 23 janvier dernier avec notre camarade de la rédaction Youssouf Haïdara. Abdoulaye Seydou, coordinateur du mouvement M62, est placé sous mandat dépôt à la prison civile de Kolo. Il s'est présenté devant le tribunal ce matin pour le procès qui l'oppose à l'État du Niger, où il est accusé de provoquer le trouble à l'ordre public via une publication sur les réseaux sociaux lançant un appel à témoignage sur les événements de Tamou. À l'ouverture de l'audience, la partie de l'État du Niger abandonne la poursuite. En fait, le procès qui oppose le M62 et l'État du Niger, depuis un certain temps sur l'affaire de Tamou, ils nous ont tiraillés, renvoyés, etc. Aujourd'hui, on est venu ce 23. L'État du Niger a censé utile de retirer sa plainte parce qu'au fond du dossier, il n'y avait rien. Il n'y a rien. L'État du Niger dit qu'elle ne poursuit plus le coordinateur du mouvement M62. Alors que tout le monde attendait la sortie triomphale d'Abdoulaye Seydou, l'on apprend qu'un nouveau dossier le concernant a été ouvert. Après quelques heures, Abdoulaye Seydou est placé sous mandat dépôt à la prison civile de Kolo. Pour le M62, c'est la consternation. Ils nous ont fait sortir des documents qui leur sont parvenus par une inspection de la police nationale qui leur fait comprendre que l'incendie qui a eu lieu sur les sites aurifères de Tamou est fait avec la complicité de Abdoulaye. Donc, une fois de plus, notre démocratie, elle est en danger. Parce qu'aujourd'hui, ça prouve réellement que nous n'avons pas le droit de dire ce qui se passe ou bien de dire la vérité. Le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer parce que maintenant, c'est la réalité et c'est la vraie face de ce régime qui est en face de nous. On fait écouter à l'opinion nationale et internationale que la justice ou bien la démocratie du Niger, elle est en danger. La mise sous mandat dépôt du coordinateur du mouvement M62 intervient à un moment où le mouvement a engagé une série de manifestations. Ce dernier événement va-t-il impacter l'élan du M62? Loin de là, ça ne fait que ragaillardir leur engagement, assurent les membres du mouvement. Alors, je vous informe je vous rappelle que le procureur de la République donc, a engagé les poursuites après l'abandon du premier chef d'inculpation, a réagi au lendemain. Donc,
de cette intervention au lendemain, ça veut dire le 24 janvier, sur les plateaux de la télévision publique et télésalle. Nous allons y arriver tout à l'heure, mais en attendant, je voudrais une première réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre, par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que c'est le même jour qu'il a réagi. Hein. Le matin, il a été placé sous mandat de dépôt et je crois que c'est dans l'après-midi. Oui, oui. N'est-ce pas qu'il a fait un point pour apporter des éclairages, un éclairage par rapport à l'évolution du dossier. C'était flagrant délit au départ. Bon, finalement, il a expliqué un certain nombre d'arguments, notamment qu'il aurait été... D'accord, donc pour ne pas aller anticiper, donc je propose de suivre là carrément donc, cet extrait de l'intervention du procureur de la République par rapport donc, à cette arrestation, à cette incarcération du coordinateur du mouvement M62. Se sont rendus sur les sites et ont procédé à ils ont incendié plutôt des boutiques et des hangars servant d'habitation. Ils ont procédé ils ont posé ces actes dans le seul but de créer des fausses preuves pour accabler les forces de défense et de sécurité, pour créditer leur thèse des massacres qui auraient été effectués par les forces de défense et de sécurité. Alors, d'après les dispositions de l'article 370 du Code pénal, le fait d'incendier des lieux servant d'habitation est un crime qui est assorti de la peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement. Et donc, il s'agit de faits criminels et on sait que les faits criminels ne peuvent pas être jugés devant un tribunal correctionnel. C'est des faits qui, selon les dispositions de l'article 72 du Code de procédure pénale, nécessitent obligatoirement l'ouverture d'une enquête judiciaire devant un juge d'instruction. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au tribunal de tenir compte du fait que ces faits nouveaux changent complètement la donne et bouleversent complètement la procédure qui est suivie. Et nous avons démontré au tribunal qu'il y a une indivisibilité entre ces faits nouveaux qui ont été révélés et les faits qui font l'objet des poursuites qui étaient en cours devant le tribunal. Puisque, en vérité, si on a cherché à faire cette mise en scène, si on a cherché à créer des fausses preuves, c'est pour utiliser les résultats de cette mise en scène pour enfoncer, pour accabler davantage les responsables des forces de sécurité. Nous avons pensé également qui pourrait avoir pour tirer profit de cette mise en scène. Ce sont ceux-là qui se sont promptement levés pour accuser, pour accabler les responsables des forces de défense et de sécurité. C'est la raison pour laquelle nous avons démontré au tribunal qu'il ne pouvait plus continuer à chercher à juger cette affaire, puisqu'elle prend des dimensions purement et simplement criminelles. Le tribunal a fait droit à notre requête et nous a envoyé à nos pouvoirs et nous avons reçu les dossiers. Nous avons pris ce qu'on appelle un réquisitoire au fond d'ouverture d'une information judiciaire. Nous avons transmis les dossiers au président du tribunal. Vous savez, là, on est à peu près complet sur ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Il donne ici les explications, les raisons pour lesquelles qu'est-ce qui a fait changer la donne, comme il dit, n'est-ce pas? Bon, moi, ce que je cherche, Abdoulaye Seydou a fait le déplacement dans un domaine de comportement, je crois, pour aller voir ce qui s'est passé sur le terrain. Non, même pas, hein. Plusieurs jours après. Plusieurs jours après. Ouais. On parlait ici de la réaction tardive, de machin. 5 jours ou 4 jours, voire une semaine après. On va discuter avec les gens. Bon, maintenant, on dit que la donne a changé parce qu'une enquête policière a été diligentée par la suite. Bon, ça, le procureur, c'est sa version, ça va être démontré. Mais ce que les gens vont, à quoi les gens vont s'attendre, c'est que certainement qu'il y a des éléments, ces éléments nouveaux, notamment des personnes qui ont pu poser ces actes-là au nom peut-être du coordinateur de, comment ça s'appelle, de M62, n'est-ce pas? Parce que quand on dit une enquête, ça suppose qu'il y a des gens qui ont été auditionnés, qui ont été même interpellés. Parce que lui, on suppose que c'est juste le bras armé, ou du moins, ce n'est pas le bras armé, mais le commanditaire des actes qui ont été posés, dont il est accusé, n'est-ce pas?
Et je pense que c'est peut-être à partir de ce moment qu'on saura exactement la vérité. Et c'est ça, d'après les explications, c'est ça qui a fait qu'on a glissé comment ça s'appelle, de la procédure en flagrant délit à une procédure où il faut offrir une information judiciaire. Mais moi, dans tout ça, je me dis peut-être c'est parce que aussi Abdoulaye Seydou dérange beaucoup. Quand je dis dérange, il reste aujourd'hui l'un des rares activistes qui est là sur le terrain chaque fois pour poser, en tout cas pas des revendications, pour dénoncer un certain nombre de choses. Bon, ça, bien évidemment que ça dérange les autorités, n'est-ce pas? Quand il appelle à des journées de prière et tout, non seulement prière, mais également, la dernière fois, dans la série d'activités qui devaient être faites, il y a même des journées ville morte, je crois, auxquelles le mouvement a appelé. Bon, tout ça, ça peut amener le pouvoir à vouloir le mettre au frais. Et le journal La Nation a titré à ce propos, dans sa parution du 24 janvier, le journal dit Abdoulaye Seydou du M62 sous mandat de dépôt à la prison de Kolo. Abdoulaye Seydou du M62 sous mandat de dépôt à la prison de Kolo. Et le journal Le Monde d'aujourd'hui, qui est un hebdomadaire, cette fois titré Abdoulaye Seydou inculpé et écroué à Kolo. Abdoulaye Seydou inculpé et écroué à Kolo. Alors, Tradam, je peux dire, c'est vrai que ça prend une tournure inattendue. Oui, c'est une tournure inattendue, mais en fait, moi, ce qui me gêne, comme disent les Ivoiriens, trop parler, ça dénote d'un certain nombre de choses. Mais cette affaire, tout le monde a vu comment elle était en train de mourir d'elle-même. Comme la bonne dame l'a dit tout à l'heure, il pensait que c'était fini puisque l'État du Niger lui-même a abandonné les charges. Et tout à coup, le procureur sort un autre dossier, une autre affaire dans laquelle c'est... Et vous avez suivi, dans l'après-midi, comme on a vu tout à l'heure l'élément télévisuel, le procureur a tenté d'expliquer les raisons pour lesquelles cela a été fait. On s'en félicite que c'est la police qui soit à l'origine de l'enquête, mais lui-même, le procureur, n'a pas soutenu que c'est le M62. Il dit, c'est une analyse, qui peut être un bénéficiaire, c'est le M62. Donc, c'est le M62 qu'il faut attraper. Or, dans ce qu'il dit logiquement, puisqu'il n'y a pas, en tout cas, on croit ce qu'il dit, il n'y a pas une preuve disant que c'est vraiment le M62. Il a déduit que qui peut bénéficier de cet incendie, c'est le M62. Donc voilà pourquoi. Il n'y a pas d'élément concret, il n'y a pas tangible, d'élément direct, concret qui voilà. Lui-même, il dit, c'est une déduction. Il y a une chose il y a un incendie qui a été provoqué par des individus que peut-être la police a mis la main et après peut-être audition, ils ont dit voilà. Et donc, eux, ils ont déduit que le bénéficiaire ne peut être que le M62. Or, on souhaite vraiment que la poursuite se fasse dans les règles de l'art pour qu'on arrive vraiment à savoir. Parce que, sauf qu'officiellement, et le procureur ne l'a pas dit, on l'a entendu, officiellement, les auteurs présumés n'ont pas été arrêtés. Hein. Ils sont restés introuvables jusqu'à cette date. Mais lui, on le prend pour complicité. Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. Parce que même si on n'a pas pris les auteurs de l'acte, lui, il a parlé de qui peut bénéficier. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, soit dit en passant, voilà. les auteurs présumés de cet acte d'incendie n'ont pas été pris. Voilà. Or, est-ce qu'une justice doit se faire sur des soupçons, de doutes sur quelqu'un? On dit non, c'est lui qui peut être bénéficiaire de ça. Moi, je pense qu'il faut qu'on dépasse vraiment certains comportements dans ce pays. Parce que ce pays a besoin on a beaucoup de problèmes, il ne faut pas en créer d'autres. Honnêtement, on a tellement de problèmes. Il y a les syndicats qui sont en train de s'activer, de ce côté, ceci. Bon, pourquoi on veut encore créer un autre problème qui, même si dans l'absolu, c'est vrai pour eux et qu'ils ont démontré que c'est vrai, mais dans une situation où chacun cherche à avoir la paix intérieure pour faire face à la paix qui nous échappe sur les différents fronts,
pourquoi la justice, pourquoi l'État lui-même veut encore se focaliser sur un problème qui n'en vaut vraiment pas. À mon avis, vraiment, l'FDS, personne n'a accusé. L'FDS, en tout cas, jusqu'à présent, tout le monde a soutenu que l'FDS, elles ont fait un travail. Maintenant, le problème qui s'était posé, et nous ici sur ce plateau, on a soutenu, on a dit que de la manière dont ce gouvernement a des difficultés, de la manière dont tout le monde conteste ce gouvernement, si réellement il y avait plus que les 7 ou 9 morts, s'il y avait des gens dans les trous, les gens n'hésiteraient pas à le prouver. Donc, le gouvernement bénéficie de doute lui-même. Il bénéficie de cette situation. Personne n'en croit plus que ce que le gouvernement a dit. Tout le monde s'est limité à ça. C'est la version du gouvernement qui est la vraie. Et même les M62, les sociétés civiles, tout le monde qui a été n'a pas pu aller au-delà de ce que le gouvernement a dit. Donc, il y a, à partir de ce moment, et il n'y a personne encore, même l'appel à témoins là. Est-ce qu'il y a eu un témoignage dans ce sens? À mon avis, il n'y a pas eu. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, ça n'a pas été publié. Donc, il n'a pas publié. Moi, je pense que c'est un problème qui est en train de. Comme je dis, c'est une histoire qui est en train de mourir de sa belle mort. Pourquoi on veut coûte que coûte la rêver à lui donner un autre tournant encore qui va focaliser l'opinion, qui va encore avoir d'autres problèmes inutilement? Même si ce n'est pas un embastiment, ça en prend l'allure quand même. Et c'est ça qui dérange un peu. Depuis le 23 janvier, beaucoup de réactions dans les médias, sur les réseaux sociaux. On voit qu'il y a un malaise par rapport à cette affaire. Ça veut dire que le procureur en porte-à-faux par rapport au gouvernement. Rappelez-vous, le président de la République a pris la décision que les familles seront dédommagées. Donc ça veut dire que même s'il y a quelque part une faute qui a été commise ou un crime qui a été commis, dans tous les cas, l'indemnisation clôt. Moi je ne suis pas juriste, mais c'est comme ça. Mais maintenant, vous ouvrirez le dossier au motif que le monsieur serait bénéficiaire, en tout cas, ou que le M62 serait bénéficiaire, en tout cas, du crime. Moi, je me dis que, en tout cas, c'est ne pas clore le dossier comme l'a voulu le président de la République. Il faut que les choses soient très claires. En fait, si vous voyez en filigrane, on dit que non, on ne va pas, ce n'est pas au niveau de la cour correctionnelle que l'affaire va être. Le tribunal correctionnel, c'est le tribunal. On va aller aux assises. On va aller aux assises alors que le président de la République a dit il y a de dédommager les gens qui sont concernés. Non, je pense quand même que là, il faut. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'État prend sur lui qu'il y a eu bavure. Et puisqu'il y a eu bavure, donc qu'est-ce que l'État fait? L'État dédommage les familles. Moi, je pense que le dossier à ce moment-là, il est clos politiquement, il est clos juridiquement, il est clos, en tout cas, socialement. C'est terminé. Et puis, d'ailleurs, quand on va, c'est même un sujet de dissertation contradictoire, quelle est la valeur d'une poursuite engagée sur un site où il y a eu éventuellement crimes illégaux et où les occupants eux-mêmes sont des illégalités? Moi, je me demande quelle poursuite vous pouvez engager, puisque le site est censé même pas exister. Le crime n'est même pas censé être commis. Les gens ne sont même pas censés être, même le ministre de l'Intérieur ne doit pas montrer des images d'orpailleurs, puisque le site est fermé officiellement. Donc moi je me dis que ça là c'est un faux débat. À partir du moment où le gouvernement a pris la décision de dédommager les familles, moi je pense qu'il faut clore le. Maintenant chercher des poux au M62 ailleurs que dans le dossier Tamou. À partir, puisque le président de la République a parlé, je crois qu'il y aura 7 ou 9 familles qui vont être dédommagées. Voilà, pas plus. Maintenant que les gens demandent qu'il y a eu d'autres morts, moi je pense. En plus, c'est qu'il faut que, moi de mon point de vue, dans le dédommagement, il faut inclure les familles des 3 policiers qui ont été tués. Parce qu'ils sont en service commandé. Ils n'étaient même pas sur le site quand ils ont été tués. Je pense que s'il faut dédommager, ça ne va pas s'arrêter à 9, mais ça va s'élargir à 12 familles. Parce que ces policiers-là, moi je me dis qu'ils se sont sacrifiés. Mais sinon, franchement, moi je pense que ce que le procureur a dit, c'est en porte-à-faux par rapport à ce que le gouvernement a pris comme décision. En tout cas, le président de la République a dit de dédommager et on clôt le débat. Non, mais c'est que le problème, Mouti, je suis d'accord avec. Mais ils ont suivi le président puisqu'ils ont abandonné la première charge. Ça, ils ont abandonné. Maintenant, c'est une nouvelle charge. Ah non, mais sauf que c'est la même affaire. Oui, mais non, attends. Le procureur a dit même que c'est indivisible. C'est tout à fait lié. C'est la même affaire. Il a réqualifié, lui. Oui. Il a réqualifié. Donc, là, on a abandonné la première charge. Il a réqualifié, lui. Oui. Ah si. Suivez bien ce qu'il a dit. Oui, il a réqualifié les faits. Il a réqualifié les faits. D'un fait de délit qui pourrait être jugé par un tribunal correctionnel. C'est un crime dont il s'agit maintenant. Voilà. Il a criminalisé ça. Il a criminalisé ça sous quelle forme? Sous la forme d'un simple doute que lui-même il a. Parce que lui-même, c'est une présomption. Il dit que
le bénéficiaire ne peut être que le M62. Et c'est ça qui montre peut-être, c'est ça qui montre certainement qu'il n'est poursuivi que pour complicité en fait. Il n'est pas l'auteur principal. Oui, non, complicité. C'est complicité, c'est lui qui bénéficie. Voilà. Parce que dans l'absolu, si tu luttes pour quelque chose et que cette chose se réalise, mais si c'est d'une manière criminelle que ça s'est réalisé, effectivement, on peut penser. On peut penser que c'est ça. Mais penser, est-ce que le fait de penser à quelqu'un mérite qu'on le prenne pour le mettre en prison? Puisqu'on n'a pas trouvé les premiers éléments eux-mêmes qui sont comme ça. Oui, et surtout en matière de justice, parce que quand il faut priver quelqu'un de sa liberté, il faut être plus conséquent, plus sérieux. Qui a toutes les représentations, comme on dit, les qualités de représentation, il n'y a aucun doute sur sa représentativité, sur la garantie de sa représentativité. C'est un acteur social, tout le monde le connaît. Et il s'est toujours présenté de lui-même. Donc, pourquoi vouloir... Enfin, moi, c'est pourquoi j'ai dit, on en fait une tempête dans un verre d'eau qui ne mérite pas. Parce que cette affaire, si on l'avait laissé depuis 3-4 mois où il va, il vient, c'est la veille seulement de ces allées-là qu'il fait un point pour dire voilà comment ça... Donc, il n'y a pas danger, moi, à mon avis. Le M62 ne se bat pas pour qu'il y ait incendie à temps. Non. Non, il ne faut pas... Non, j'ai jamais dit ça. Non, en fait, c'est pas ça qu'il a dit. C'est pas ça qu'il a dit. Oui. J'ai dit dans l'absolu. Non, mais non. Tu parles français, je parle français. Non, je parle français également. Et c'est moi qui l'ai dit. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Non, je n'ai pas dit qu'il faut aller. Non, je n'ai pas insinué. Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit exactement? Le français, je le parle aussi. Parce que moi, j'ai compris autrement. En fait, j'ai compris comme vous avez dit. Ah non, c'est lui qui a compris, non. Donc, allez-y, on finit avec ça. On va faire une fixation sur ça. J'ai bien dit. J'ai dit, c'est comme si dans l'absolu, on pense que vous luttez pour quelque chose et que cette chose se réalise. Malheureusement, dans un crime, on peut penser que vous êtes effectivement comme ça. Vous pouvez bénéficier. Ça, j'ai dit. Non, c'est ça, j'ai dit dans l'absolu. J'ai pas dit. Parce qu'on dit quoi? On dit que c'est la seule organisation aujourd'hui qui fait une fixation sur le drame de Tamou. Ils en font une affaire personnelle. N'est-ce pas? C'est ça qu'on dit. Donc, tout ce qui arrive dans le sens de la matérialisation de la vérité, telle que voulue, ou telle qu'on a voulu la présenter dans un premier temps, avec les 300 ou les 150 morts, et que ce n'est pas ça qui s'est passé. Donc, si aujourd'hui, cet incendie peut permettre de faire ça, on peut penser effectivement que eux, c'est le bénéficiaire. C'est ça que j'ai dit. Mais je n'ai pas dit que c'est ça leur recherche. Eux, c'est leur recherche, c'est la recherche de tous les Nigériens, de manière générale, depuis que ça s'est passé. Ça veut dire la lumière. La lumière effective sur ce qui s'est passé. Et j'ai maintenu ici sur ce plateau, je dis, moi, après un mois de va-et-vient, j'ai l'intime conviction que c'est le gouvernement, pour une fois, qui a le bon bout. Parce que tout le monde qui s'est rendu, tout celui qui s'est rendu sur le site, n'a jamais pu prouver au-delà de 7 ou 9 morts donnés par le gouvernement. C'est ce que j'ai dit. Et tu peux me faire dire que le M62 est complice ou bien cherche. Non, jamais dit. Personne ne peut être, pas plus, le M62 d'ailleurs, pas plus que lui. Personne ne peut être content du malheur des Nigériens. C'est pas possible. Personne ne peut le souhaiter. Oui, moi, je dis, on inscrit aussi, comment dire, un autre acteur qui a mené une enquête autour de l'affaire, n'est-ce pas? Sendash, qui a essayé de donner un peu les circonstances, comment ça s'est passé, et qui a clairement établi qu'il y a eu des morts à l'issue du bombardement aérien, mais également il y a eu un ratissage. Et en fin de compte, dans le rapport, il ressort qu'il y a eu 11 au total, je crois. Le dernier rapport, le rapport qui a été publié et qui a été officiellement transmis aux autorités. Mais à partir de ce moment, moi je considère que si d'aventure il se trouve que quelque part, parce que le M62 est parti sur le terrain pour qu'il y ait la lumière autour de l'affaire, n'est-ce pas? C'est ça, c'est un acteur activiste des droits des humains. Il est parti pour qu'on cherche à faire la lumière là-dessus. Et moi je pense que normalement, à partir du rapport de la CNDH, quand même l'affaire devait être, en ce moment, l'affaire devait être close, n'est-ce pas? Parce qu'il est même question dans le document de dédommagement des victimes, pas seulement les morts, les parents des morts, mais également les victimes, les blessés. Donc, comme avait dit, clairement établi, le profil est clairement établi qu'ils ne sont pas des djihadistes. Voilà, parce que j'ai
j'ai parcouru le rapport, je l'ai lu. Voilà ce qui est dit dans le... Et aujourd'hui, qu'on ramène l'affaire dans une autre dimension, ça pose sérieusement problème. Ça pose, et c'est ce qui fait dire que, bon, voilà, il est là, il et reste... son procès voilà. Qui a commencé depuis quelques semaines, a été une ou deux fois reporté ou retardé à cause du rapport du CNDH qui n'est pas encore sorti. Ils ont demandé à ce que ce rapport sorte pour pouvoir alimenter un peu les débats, la lumière sur le rapport comporte des éléments d'information fournis par M62. Voilà. Alors, on revient avec l'affaire dans une autre, moi je me dis, c'est lié un peu à l'activisme parce qu'il est très actif aujourd'hui, il ne faut pas perdre de vue. Oui, mais en fait, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui dérange ici. Mais c'est ça, qu'est-ce qui dérange? Parce que sa version jusqu'ici ne s'aligne pas derrière celle du gouvernement ou celle du CNDH. Mais qu'est-ce qui dérange ici? Mais le fait de dire, il dit appel à témoin, n'est-ce pas? Tout ça. Bon, jusqu'ici, ils sont sur le dossier. Jusqu'ici, ils n'ont pas publié véritablement. C'est juste un communiqué quand ils ont été sur le site. C'est le communiqué là qui a été diffusé pour donner des éléments d'appréciation par rapport à ce qui s'est passé. Maintenant, quand le CNDH, la CNDH a fait aussi son rapport, c'est qu'il y a même les mêmes types d'éléments se retrouvent dans le rapport, de la CNDH. Maintenant qu'on sorte avec une autre affaire pour dire, voilà ce qui s'est passé en lien avec des effets, d'incendie. Bon, ça, moi je dis, c'est un lien peut-être aussi avec l'activisme, parce que tout le monde reconnaît aujourd'hui que sur le terrain, il fait partie des acteurs qui sont là, qui n'ont pas encore baissé les bras. Qui n'ont pas encore baissé les bras, qui dénoncent un certain nombre de choses, qui appellent les gens à la mobilisation. Moi je dis, bon, c'est une façon de le mettre au frais. Avant d'arriver à vous, docteur, parce que vous avez parlé une deux fois déjà, je propose une réaction. D'abord la réaction du REPAD, son organisation d'origine, qui est membre du M62, qui a rendu publique une déclaration à la suite donc, de cette incarcération, l'incarcération de son coordinateur. Déclaration du REPAD avec nos camarades de la rédaction de la télévision Monfait. Le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD s'est dit étonné de l'incarcération du coordinateur du réseau Abdoulaye Seydou à la prison de haute sécurité de Kolo. Selon le REPAD, cet état de fait est inexplicable. Surprise fut la nôtre de constater la volonté manifeste de la police de prendre Mani Militari, le camarade Abdoulaye Seydou, sur ordre, dit-elle, du procureur de la République, sans aucun mandat. Ce n'est qu'après l'échec de cette tentative qu'une convocation lui a été remise pour se présenter au cabinet du procureur de la République. Sans même qu'il soit entendu par le procureur, un nouveau dossier fut ficelé et introduit auprès du président du tribunal, qui a aussitôt saisi le doyen des juges à cet effet. Ce dernier, qui a reçu le camarade Abdoulaye Seydou en présence de ses avocats, lui a notifié le chef d'accusation de complicité d'incendie. Sur le site de Tamou. Le REPAD a dénoncé le harcèlement, l'intimidation et la mauvaise gouvernance qui animent le régime de la Renaissance. Constate avec amertume que de 2017 à nos jours, une stratégie bien connue contre les acteurs de la société civile qui dénoncent et alertent les cas de détournement des deniers publics, de mauvaise gouvernance, de violations des droits humains font systématiquement l'objet de harcèlement, d'intimidation et d'incarcération avec comme chef d'accusation complicité d'incendie volontaire. Le REPAD s'est dit plus que jamais déterminé pour la défense des acquis démocratiques du Niger, surtout de se mobiliser pour une justice équitable et indépendante. Réaffirme son engagement à continuer sans relâche aux côtés des populations son combat pour la démocratie, la bonne gouvernance, le respect du principe de la séparation des pouvoirs, le respect des droits humains, la souveraineté et la dignité du peuple. Exige le départ sans condition de toutes les bases militaires étrangères sur notre territoire et apporte son soutien au FDS dans leur noble mission de défense et de sécurisation de l'intégrité du territoire national. Condamne le refus des autorités judiciaires de délivrer des permis de communiquer à toute personne, même ses collaborateurs, même ses frères et sœurs, en dehors de ses parents biologiques et de son épouse, en violation flagrante de son droit de recevoir des visites. Le REPAD a demandé à ses militants de rester sereins et vigilants tout en exigeant la libération de Abdoulaye Seydou
purement et simplement. Oui, docteur. Sincèrement, moi, de mon point de vue, pour moi, le président a clos le débat. On ne peut pas aller jusqu'à indemniser des victimes et relancer le... Moi, je pense que c'est un dossier qui va mourir de sa belle mort. Maintenant, le procureur peut engager ceux qui vont lui sembler, mais je pense que le dernier mot est déjà revenu au président de la République, qui a pris sur lui, en tout cas, de dédommager ou d'indemniser les familles. En fait, c'est là ce qu'on a appris. Ce n'est pas le procureur qui l'a mis sur mandat de dépôt, hein, c'est le doyen des juges d'instruction, puisque c'est une information judiciaire qui a été... Oui, je sais, c'est le procureur qui a... Oui, mais sauf que la décision a été prise par un juge d'instruction. C'est connu. Oui, je sais, mais bon, c'est la procédure. C'est lui qui a les prisons, c'est le procureur. Oui, je sais. Ne peut pas... D'accord, mais le fait est qu'il est passé devant un juge d'instruction, notamment le doyen des juges d'instruction, qui l'a mis sur mandat de dépôt. Voilà, il faut le dire. Ça va se dissiper comme un feu de paille parce que le président, dès qu'il y a dédommagement ou indemnisation, je pense qu'il n'y a plus de poursuite. C'est que, quelque part, vous avez vu les vidéos qui ont circulé, il n'a jamais été question d'incendie volontaire. Les gens ont dit, suite au bombardement, les hangars ont... Et les premières personnes qui se sont déplacées là-bas sont les autorités. C'est le ministre de l'Intérieur qui s'est déplacé là-bas. Enfin, en dehors du maire de Tamou et du préfet de Kolo, de Tamou, qui se sont déplacés sur les lieux, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, les 2, 3 ou 4 délégations qui sont déplacées là-bas, ce ne sont pas les acteurs de la société civile en premier. Ce sont les... Quel témoin peut rester pendant que ça bombarde? Quel est le témoin qui va rester pour constater qu'on a mis le feu au hangar pour contenter le M62? Moi, je pense que c'est même ridicule. Franchement, il faut chercher notre grief, mais ça, là, franchement, ça ne tient pas debout. On n'a pas besoin... Même un avocat stagiaire peut battre en brèche ces accusations-là. Non, je pense qu'il faut revenir à la décision du président de la République. Ça veut dire qu'il a assumé que c'est l'État qui a peut-être commis une bavure et que par conséquent, l'État indemnise les victimes. Moi, je pense qu'à partir de ce moment-là, le dossier est normalement clos. Il n'y a plus d'intervention judiciaire, il n'y a plus rien parce que, en quelque part, c'est comme si l'État reconnaît lui-même sa faute ou son erreur. Quand ça ressort, c'est ressorti dans le rapport de la CNDH qu'il y a eu violation des droits humains. Ça a été mentionné noir sur blanc et qu'on a reconnu que c'est suite au bombardement, mais également le ratissage au sol. N'est-ce pas? Ça a été mentionné. On a même dit le corps spécial qui a mené ce ratissage, Garci ou comment ça s'appelle, quand ils ont fait le ratissage. Bon, alors, à partir de ce moment, les faits, moi j'ai dit, on a circonscrit les choses. Quand bien même les gens ont trouvé que le rapport était incomplet, parce qu'ils sont allés jusqu'à dire qu'ils ont fouillé dans au moins 2 puits, ils ont trouvé des corps, n'est-ce pas? À partir de ce moment, moi je pense que c'est comme maintenant que ça soit relancé sous une autre forme, ça pose sérieusement problème. Moi je ne sais pas dans quel but, mais quelque part c'est en lien avec l'activisme et je maintiens cela du repas du M62 qui refuse comment de courber les chiffres. Et puis vous voyez que l'ONG est déjà soumise à une sorte de scission. Il y a un problème de tentative qui a été introduit, ça n'a pas abouti, on voulait diviser. Ça n'a pas prospéré. Vous n'avez qu'à faire comme vous avez fait pendant une décennie, interdire toute manifestation et puis ça s'arrête là. Ça ne vaut pas le coup d'embastiller quelqu'un. Puisque automatiquement, dès que les gens déposent une demande de manifestation, vous dites non pour cause de troubles à l'ordre public. Moi, je pense que c'est mieux que de chercher une accusation qui ne tient pas là. Surtout que le président de la République a déjà parlé. Si le président n'était pas intervenu, peut-être que vous auriez pu monter ce... Mais à partir du moment où on parle d'indemnisation, franchement, je pense que... Il y a des observateurs ou des analystes de la scène nationale qui n'hésitent pas à dire qu'être acteur de la société civile ou même activiste aujourd'hui, notamment des réseaux sociaux ou journalistes ou je ne sais quoi d'autre, devant la justice, notamment ça n'aide pas. Au contraire, ça risque de vous enfoncer. Mais moi, je pense que même les avocats sont en danger. À partir du moment où on peut monter ce genre de dossier, ça veut dire que les avocats eux-mêmes qui défendent les accusés sont en danger. Je pense que c'est toute la justice, en tout cas ici, qui est menacée. Il faut faire extrêmement attention. Mais moi, je m'en tiens à ce que le président de la République a dit. Il faut indemniser. Et je considère que ça veut dire que c'est le courage là que Dadis n'a pas eu. Et vous voyez comment le procès traîne. Le président a dit, bon, quelque part, c'est comme s'il y a eu une reconnaissance de la part de l'État qu'il y a eu crime en cas indu.
on dédommage et puis l'histoire continue. Mais pourquoi le procureur de la République ou le président du tribunal vont sortir encore un autre dossier par rapport au même problème? Moi, je me dis que sincèrement, ça ne tient pas la route. Il faut revenir au jugement ou à la manière dont le président a tranché. Il faut indemniser les familles et les familles des policiers et clore le dossier. Monsieur Adam Husseini nous écrit, dit, quand on voit l'arrestation de ce monsieur et que la présidence et les magistrats tirent chacun le drap de son côté, ça montre clairement que ce pays est dirigé comme une entreprise privée. Si quelqu'un change de trajectoire, on cherche tout et on invite tous on invente tout pour le mettre aux arrêts. Sinon, est-ce que le juge qui a prononcé l'accusation d'incendie volontaire est sérieux? Donc le juge veut nous faire comprendre que depuis tout ce temps, c'est maintenant que l'incendie volontaire a été constaté. Franchement, la justice nigérienne est aussi nulle que les politiques de ce pays. On a toujours dit que le problème des pays dits démocratiques de l'Afrique, de manière générale, c'est leur justice. Et c'est ça. Bounty s'accroche sur le fait que le président ait dit ceci et dit cela. C'est bien beau tout cela. Mais le procureur, c'est par excellence la personne qui est attitrée pour répondre au gouvernement, aux désirata du gouvernement. Et le gouvernement, c'est quand même le gouvernement du président de la République. D'une manière générale, c'est le président qui coordonne, qui est le chef de tout ce monde. Donc si le président dit qu'il faut dédommager et qu'on a fait, et que le Parlement en dit, c'est qu'il est au courant de cette poursuite, il ne peut pas ne pas être au courant. Non, mais ce que vous dites, c'est que non seulement il est au courant, mais qu'il est d'accord. Voilà, qu'il est d'accord. Parce qu'autrement, son gouvernement sont d'accord avec la décision de justice. Parce que le procureur... En fait, ce n'est pas encore une décision de justice. Oui, le procureur, il n'est pas un freelance. Il ne peut pas se permettre d'aller dans ce sens s'il n'a pas la caution de la chancellerie. Ça, c'est évident. Donc, peut-être c'est une répartition de rôle. On veut, peut-être à terme, ça va s'arrêter en cours de route, mais le jeune homme, on l'aura tapé complètement sur le doigt, il aura compris que c'est peut-être ça l'objectif. Parce qu'il faut le rappeler, comme l'a dit le procureur, ce crime dont il est sur la base qu'il est poursuivi est passible de 10 à 20 ans d'emprisonnement au vu, dit-il, de l'article 378 du code pénal. C'est quand même assez sérieux. Mais oui, c'est quand même assez sérieux. Encore faudrait-il parvenir à démontrer effectivement que c'est l'effet dont il est question, l'effet d'incendie volontaire et tout, il faut parvenir à démontrer. Complicer, oui. Alors, il faut parvenir à démontrer ça. Parce que ça met en l'air, ça met à terre tout ce qui a été dit en amont, notamment, comment on appelle ça, le bombardement, mais également le ratissage. Et M. Moussa, l'un de nos téléspectateurs ou auditeurs, ça dépend, puisque cette émission est retransmise également en direct sur Bonferré Radio, 105 FM à Niamey et ses environs. Il dit, bonjour Presse Plus. Au fait, j'aimerais savoir comment est-il possible que des gens puissent parvenir à mettre du feu à un endroit censé être sécurisé juste après les raids des forces de défense. Franchement, je trouve cela paradoxal. Non, mais en fait, c'est pourquoi dès le départ, j'avais dit que le procureur est en train de plonger sur une porte ouverte. Il veut taper sur une porte ouverte. Aujourd'hui, toutes les accusations qu'il aura portées sur ce mouvement ne tiendront pas la route aux yeux de l'opinion. Parce que l'opinion s'est faite déjà sa religion sur cette affaire. Donc, ce n'est pas la peine de chercher à brocarder autour, ça ne prendra jamais cette affaire, ça ne peut pas prendre. Et c'est pourquoi je dis, on a beaucoup de préoccupations, beaucoup de sujets très sérieux, très préoccupants, que d'amener les gens à naviguer autour d'un sujet vraiment que, comme dit Bounty, que le président a trouvé une solution pour boucler, pour que ça ne fasse pas les choses. C'est ça que nous dit M. Abdel Nasser Moussa, qui nous écrit depuis le quartier Tchangarès et à Niamey. En bastiment du coordinateur Abdoulaye Seydou, je pense que le procureur de la République tâtonne sur ce dossier. Je soutiens parfaitement la thèse de Dr Bounty Diallo, selon laquelle le président de la République a clos le débat en demandant d'indemniser les victimes. On doit passer à autre chose.
En tout cas, c'est tout. En tout cas, moi, c'est mon point de vue. Maintenant, les calculs arithmétiques ou les machins. Pourquoi? En fait, moi, je pense que le procureur fait de la diversion. Les gens l'attendent sur les dossiers qui ont été les chauds. Voilà, c'est pas sur ça là. Dans tous les cas, il y a eu un bombardement, il y a eu des morts. Mais il y a eu des milliards qui sont détournés. On dit qu'on t'a transmis les dossiers. C'est tout la principale question ici. Comment les gens de M62 ont-ils su que le jour-là, il y aura bombardement du site et aller bombarder les hangars? Voilà. C'est la question. Non, selon la logique, c'est après le bombardement. C'est après le bombardement. Pour chercher des preuves qui vont soutenir leur thèse que c'est une bavure, qu'ils sont partis incendier, et pour rendre plus dramatique la situation qu'elle était déjà. Ils sont partis incendier, non. Ils auraient eu des gens là-bas. Non, mais c'est ça que j'ai dit, ils sont allés. C'est-à-dire ceux qui sont passés à l'acte et leurs complices, quoi. C'est ça, en fait. Et ça, on dit que ferait partie de la police. On dit que c'est le rapport de la police. Oui, localement. La CNDH a dit avoir travaillé avec les éléments de force de défense. Mais justement, ça j'ai dit. Voilà, et c'est bien la police d'aujourd'hui, là, quand même, quoi qu'on dise, elle est assez outillée, elle est assez professionnelle, elle a à sa tête des gens qui sont vraiment assez regardants sur le droit. Non, ça c'est un autre aspect. Qui nous dit, pendant que, après cette déclaration du Saman, qu'on a tout suivi, la déclaration du Saman, au moment où on attend l'étape suivante, et voilà que on nous ramène, le parquet nous ramène en arrière. Et on a suivi la déclaration du Zaman où il faut progresser, il faut sentir son cerveau. Mais c'est pourquoi j'ai dit pour nous vérifier par rapport au dossier qu'on lui a transmis. Moi, je pense que c'est ce qui intéresse les Nigériens. Ce dossier-là, moi, de mon point de vue, il est clos. Mais c'est pourquoi j'ai dit, parce que c'est pas un dossier diable, il n'intéresse pas les Nigériens dans le sens il faut le laisser tranquille. Je pense que le président de la République a clos le dossier. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il a clos le dossier. Maintenant, que les gens trouvent qu'à travers l'embastiment de Abdoulaye Seydou, on peut rouvrir le dossier, moi je pense que c'est une vraie fausse route. La véritable route, c'est les dossiers, 30 ou 50 dossiers là, on attend qu'ils fassent le point et qu'ils nous disent quel est l'état d'avancement, en tout cas des enquêtes par rapport à ces dossiers. Ou pas par rapport. Comment un site qui a été bombardé, où les gens ont fui, vous avez tous vu. Le même jour qu'il ne faut pas... Et les décisions sont sorties pour faire un ratissage. Oui, absolument. Non, quand même. Qui est resté? Ceux qui sont restés, ça veut dire qu'ils sont restés avec l'accord du gouvernement. Donc, ils ne peuvent pas être complices du M62 déjà, même si on va dans ce sens-là. Les orpailleurs qui sont là ne peuvent pas être des complices du M62, d'autant que en réalité, ils ne sont pas censés être là. Le gouvernement est venu, il a constaté leur présence, il les a laissés. Comment ces gens-là vont aider le M62 à mettre le feu à des hangars, s'il vous plaît? Donc je pense que Bazoum a clos le dossier, moi de mon point de vue. Monsieur Moumouni Abdraman, un de nos téléspectateurs, de nos fidèles, qui nous écrit, il dit l'arrestation du coordinateur de M62 était prévisible, tout simplement parce que ce régime est allergique à la contradiction. Or, toute personne, toute structure, tout régime qui n'accepte pas de contradiction de quelque nature que ce soit est voué à l'échec. Sans contradiction, on ne se rend pas compte de son erreur. Le sieur Abdoulaye Seydou dérange beaucoup ce régime, donc il faut chercher quelques chefs d'accusation pour l'inculper. Le Niger a d'autres problèmes à résoudre que de se focaliser sur des actes posés par des pauvres citoyens. Je me demande si le procureur n'a pas été manipulé par le pouvoir en place. Notre démocratie est en danger. Je partage entièrement le point de vue. C'est de manière unanime. Vous allez faire un sondage au sein de l'opinion, vous allez constater que l'écrasante majorité. Voilà un pays où c'est mentionné noir sur blanc dans la Constitution, manifestation pacifique de rue. Depuis quand il n'y a plus de manifestation? La dernière, c'était la manifestation que le M62 avait organisée. Depuis, on a interdit systématiquement. Mais bien avant déjà, il n'y avait plus de manifestation. Maintenant, la seule chose qui reste aux organisations qui sont encore actives, c'est de faire de temps en temps des déclarations, n'est-ce pas? Mais même ça, quand les déclarations sont virulentes, ça dérange. On connaît un peu, ils sont tellement allergiques à toute forme de... même quand c'est des déclarations où les faits qui sont rapportés, c'est des faits qui sont là, qui sont palpables, que les gens ont vu ou que les gens voient. C'est la moindre des choses en démocratie. Il faut accepter que les gens qui ne sont pas d'accord avec vos politiques publiques, qu'ils puissent les contester.
pour vous amener au moins à prendre conscience, n'est-ce pas? Mais pensez que ce que vous avez dit de faire ou ce que vous êtes en train de faire, ça correspond, c'est ça la volonté, c'est ça, c'est dans l'intérêt de tout le monde, alors que ça va contre l'intérêt des gens. Ça, tout le monde le sait. Et on est dans ce schéma-là, on ne sait pas quand en sortir. Systématiquement. Quand ni comment en sortir. Monsieur, oui, avant de vous donner la parole, en contrario, ce que nous disions tout à l'heure, ce que beaucoup de téléspectateurs disent, voilà ce message de monsieur Mafa Wadine. Il dit, il est citoyen national à Koubia, à Niamey. Donc, Mafa Wadine qui dit, bonjour, je suis un fan de l'émission Presse Plus, mais je soutiens le point de presse du procureur de la République. Lui, il trouve que le procureur de la République a bien fait d'en parler et surtout, il soutient ce qu'il a dit, ses propos. Vous savez, moi, quand des journalistes m'ont appelé de l'extérieur pour me demander cette sorte d'accusation d'assassinat et d'incendie, c'était avant le point de presse. J'avais vu ça, j'ai dit non, ça c'est du roseau, c'est le phénomène des réseaux sociaux. Oui, moi, je ne crois pas, pas du tout à ça. Parce que c'est trop gros. Quand ça a été relayé sur les réseaux sociaux, mais jusqu'à ce que lui-même, le procureur, vienne solennellement sur le plateau de la télévision pour nous dire ça, ça effectivement, surtout après les gens m'ont appelé, j'ai dit bon, moi je ne suis pas un procureur, c'est sa version à lui. Maintenant on attend de voir le jour du jugement ce que ça va donner, si jugement il y aura. Parce que quand même c'est assez gros. Bon, bref, le téléspectateur dit qu'il le soutient, c'est son droit aussi de le soutenir. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, c'est son droit de le soutenir. Oui, s'il soutient le procureur, nous-mêmes nous soutenons notre point de vue. Franchement, c'est son droit le plus absolu. On ne conteste pas son droit, mais on dit en tout cas que comme accusation, c'est quand même tiré par le cheveu. Voilà, parce que si on tient compte de la chronologie des événements, il est quasiment impossible à quelqu'un qui n'est pas coopté par le régime, d'être sur place et à plus forte raison de pouvoir faire des... Moi, je m'en tiens à ce que les incendies ont lieu pendant la frappe, et puis, compte tenu de ce que nous avons vu au niveau des vidéos, franchement, je pense que l'affaire est tranchée par le président de la République. Moi, de mon point de vue, on doit arrêter. Et à l'occasion du déplacement du ministre de l'Intérieur sur le terrain, effectivement, sur les images, on a pu voir des hangars qui étaient brûlés. On ne sait pas combien, mais effectivement, il y avait des hangars qui avaient déjà été consumés par le feu. C'était inévitable parce qu'il y avait beaucoup de groupes avec lesquels avec de carburant. Alors quand il y a bombardement, évidemment, ça va déclencher des incendies. Et c'est ça qui a circulé sur les réseaux sociaux. Tout le monde a vu. Monsieur Alpha Tahirou Seibou, depuis Tirozérine, il nous dit, bonjour Presse Plus, il dit, lui, depuis que le M62 a promis qu'ils vont tout faire pour assigner l'ancien président Issoufou devant les juridictions dans l'affaire du chemin de fer, j'ai su que ces jours sont comptés. Il dit, je préfère ne pas donner le cas, pour moi, notre démocratie est menacée. On le voit partout. Il dit depuis le jour il les a entendus dire qu'ils vont tout faire pour intenter un procès contre le président. Il dit il savait que leurs jours sont comptés et que voilà, ça c'est en fait le ressentiment est c'est une opinion. Oui, oui. Il y a déjà une plainte de Bolloré, non? Absolument, oui. Alors, les réactions, comme je le disais, on faisait un peu de partout. Je propose celle-ci. Elle vient de Maradi. C'est du mouvement et c'est du REPAD, donc le réseau de Ablaye Sédou, le REPAD de Maradi qui a réagi hier par rapport, donc, ou aujourd'hui même, ce matin, par rapport à l'incarcération du coordinateur du M62. Je propose de suivre. Et au regard aussi des réserves, des présomptions d'accusation, nous estimons que notre camarade doit couvrir sa liberté et aussi il doit jouir de présomptions d'innocence afin que le nouveau dossier ficelé puisse suivre normalement le traitement normal et que la lumière puisse être faite. Nous en appelons aussi à l'endroit de tous les citoyens épris de paix, de justice, à se mobiliser pour une justice libre, équitable, au service exclusif du peuple et aussi défendre, vaille que vaille, les valeurs démocratiques et républicaines. Enfin, nous exigeons la libération de notre camarade injustement incarcéré et qu'il doit bénéficier de sa liberté pour pouvoir laisser la justice complètement faire son travail. Déclaration du REPAD de Maradi, après l'incarcération de notre camarade coordinateur
du réseau au niveau national. Monsieur Amadou Harouna Maïga, donc Amadou Harouna Maïga, syndicaliste de l'Union Tilaberi, là, il dit il faut rappeler que pour ce qui est de cette affaire, il faut rappeler que le M62 s'est rendu sur le lieu plusieurs jours après les événements. Est-ce que le jour où le M62 s'est rendu sur le lieu, il y a eu incendie? Après tout, on constate qu'il y a acharnement, mais ce n'est pas comme ça qu'on peut rendre service aux citoyens. C'est ça, l'argument. Moi, mon argument principal, c'est ça. Est-ce que le jour où ils se sont déplacés, est-ce qu'ils n'étaient pas, qui était au courant qu'il y aura ce bombardement-là? Personne. Personne, n'est-ce pas? C'était à l'occasion d'une poursuite contre des djihadistes qui ont attaqué, qu'il y a eu l'attaque. Et c'est à ce moment que tout le monde a su qu'il y a quelque chose qui s'est passé à Tamou. Maintenant, ils sont partis plusieurs jours plus tard pour demander aux populations. Et maintenant qu'on sorte que voilà comment les choses se sont passées, ça pose quelque part problème. Et moi, je maintiens là-dessus, c'est qu'ils ne veulent pas être critiqués. Ces gens qui sont au pouvoir, ils sont allergiques. Voilà, et après, c'est où il est critique, comme l'autre l'a dit tout à l'heure. Il ne peut pas faire un temps sans sortir avec une déclaration ou autre, parce que les manifestations sont systématiquement interdites, comme j'ai dit. Monsieur Ali Hamadou Nouraddin, depuis Niamey 2000, qui parle exactement comme Tradam, il dit, est-ce que, sur la base du doute, on peut emprisonner quelqu'un? Il dit, nous avons suivi le procureur de la République. Moi, j'ai compris qu'Abdoulaye Seydou a raison suite au bilan donné par le gouvernement. Son emprisonnement prouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi le gouvernement cherche chaque fois à détourner les citoyens des vrais problèmes du pays? Oui, non, peut-être je suis d'accord avec lui. Parce que, comme je dis, il y a plus important et plus sérieux que ce dossier qui est mort de sa belle mort. Puisque, comme Boudi Bonti, le président, en disant de l'enterrer, en dédommageant les gens, l'a enterré. Donc, il y a des problèmes plus importants. Il y a des problèmes sur lesquels les Nigériens aujourd'hui attachent énormément de prix. Mais comme l'a dit quelqu'un, il dit ce régime, il est champion dans la diversion. Au moment où on l'attend sur un dossier, il vous crée un autre qui va vous occuper tous et on oublie l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Aujourd'hui, le président de la République, lui-même, lors des vœux, a appelé la justice. De Nouvel An, a appelé la justice, a appelé la Halcia, a appelé le président de la Cour de cassation à vraiment être proactif dans le traitement des dossiers. C'est ça qu'on attend. On a dit qu'on a envoyé devant le procureur des dossiers. C'est sur ça que les gens attendent. Évoluer vers ça. Ça, ce n'est plus un problème pour les Nigériens. Les Nigériens, ils ont fait leur deuil. Le gouvernement a dit que c'est 7 morts, 9 morts, puis 11 morts par le CNDH. C'est fini. On a endommagé les gens, ou bien c'est en cours. Le problème est fini. Créons un autre problème, mais vraiment avançons, comme on dit. On n'a pas créé notre problème. Affronter notre problème. S'il existe, mais créer notre problème. Créer notre problème. Mais puis c'est ça. On veut toujours créer un problème qui peut être soutenable. Parce que ça, même tout le monde, avec tout le respect qu'on doit au procureur de la République, mais ça, c'est, comme dit Boun, c'est tiré vraiment, même pas les cheveux d'un chauve. C'est difficile de croire. On a des difficultés à ne pas croire à ne pas penser que au début c'était un délit peut-être qui pouvait passer sur 6 mois, 3 mois, 1 an, même s'il est condamné. Et là on lâche ça pour le criminaliser, pour chercher un truc plus lourd, plus sérieux, où il faut lui coller 10 à 20 ans d'emprisonnement. Un dossier judiciaire, il peut effectivement, du délit, il peut devenir un crime. On l'a vu, si vous vous rappelez, lors de la manifestation universitaire où il y a eu la mort de gendarme en 2007. C'était un délit d'abord, et la procédure a continué jusqu'à ce que le gendarme meure. Et c'est en ce moment qu'on a transformé ça en crime. Ça peut évoluer. Mais ça, il y a matière. Ça, il y avait matière. Mais là... Et monsieur Kadiri Abdussalam, qui nous écrit lui aussi depuis Niamey, il dit, je pense qu'on perd notre temps. Il parle de tout le monde, et nous, et tout le monde. Il dit, je pense qu'on perd notre temps à débattre, alors que tout est clair. Le procureur est bel et bien lucide. Et le mot d'ordre est clair. Tout ce qui dérange, il faut lui coller un fait et le faire taire. Il dit, en fait, nous... c'est clair. Si le procureur doit être prudent, c'est surtout au niveau des indemnisations. Parce que vous allez voir, les gens ne vont pas s'arrêter à 11 ou à 12 ans. Oui, s'il veut être vigilant. Il faut qu'il soit vigilant par rapport aux... Non, ça ne relève pas du procureur. Non, j'arrive pour vous dire.
Parce qu'on a vu, la dernière fois, je vous ai parlé un peu de cette route qu'on construit sur Niamey 5 là. Mais sur 200 mètres, vous savez combien de gens veulent se faire dédommager? 150. Donc, maintenant vous allez voir. Moi, mon voisin de chambre m'a dit que dans son village, il y a déjà 11 morts. Ce qui est faux. C'est faux. Il dit que parmi les morts là, il a 11 parents qui sont... Donc en fait, ça veut dire quoi? Même cette indemnisation-là, les gens risquent de l'élargir de manière extensive. Il faudrait que les gens soient extrêmement vigilants. Mais moi, je pense que ce dossier-là, sincèrement, le président de la République l'a clos. C'est le principe d'indemnisation clos les poursuites judiciaires. On ne peut plus accuser qui que ce soit parce que l'État assume tout. Terminé. Moi, de mon point de vue. Donc, le dossier-là, je pense qu'il faut le clore et puis libérer le monsieur, aller lui chercher un autre greffe, en tout cas, oui, M. Ablaye qui nous écrit depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Lui, il pense même que ce n'est même pas possible. Un acteur de la société civile, dit-il, défenseur des droits de l'homme, ne peut pas être complice d'un incendie. Et il dit, en tous les cas, c'est l'ingérence de certaines personnes aujourd'hui dans la justice qui sont les principales sources de discrédit de la justice nigérienne. Bon, c'est ça qu'on a toujours dénoncé. La séparation de pouvoir n'a jamais lieu. En tout cas, ces dernières années, on ne peut pas parler. C'est pour ça souvent quand Bazoum, plusieurs fois, il fait son discours, il pose le problème en termes, il faut que la justice soit indépendante. Mais comment une justice peut-elle être indépendante quand c'est vous qui nommez les gens? Et quand les gens qui sont nommés, ils se croient redevables vis-à-vis de vous qui les avez nommés. Alors, ça pose sérieusement ce problème, et ça pose le problème de la démocratie, la viabilité même de notre démocratie. Voyez une démocratie où on empêche aux citoyens de manifester leur mécontentement. Ça dit, c'est les mécanismes que la loi a prévus quand vous n'êtes pas d'accord avec une politique. Ça se passe partout dans le monde. Ici, c'est systématique. Les gens pensent que, non, tant que c'est pour nous critiquer, pour au moins apporter un son de cloche contraire à ce que notre perception des choses. On est dans ce schéma, ça fait combien d'années? Moi je me dis, il ne faut pas se faire d'illusions. Ils sont venus, ils ont compris que c'est le seul mécanisme. Mais seulement qu'ils ont oublié que quand eux ils étaient de l'autre côté dans l'opposition, ils ont pu jouir de ce droit-là, sans entrave, de manière systématique. Aujourd'hui ils empêchent parce que tout simplement ils savent qu'il y a des décisions impopulaires qu'ils prennent. Et tout le monde n'est pas d'accord avec ces décisions impopulaires, alors il faut bâillonner toutes les libertés, n'est-ce pas? Y compris dans les déclarations, parce que la virulence du ton, quand Abdoulaye Seydou sort chaque fois pour dire il faut faire ceci, il faut le M62, je vais dire, parce que c'est des actes concrets qu'il appelle les citoyens à poser. Vous nous empêchez de marcher, mais on demande aux gens d'aller de prier tel jour. On demande aux gens de... Ça les dérange. Ça les dérange parce que quelque part ils se disent que et ça peut avoir un effet sur eux. Voilà un peu, moi, je vois pourquoi ils ont décidé de le mettre dans cette situation, de le priver de sa liberté. Oui. Quel autre moi, je pense que, moi, par rapport à ce dossier-là, ma position est inchangée. Le président peut le dossier. Je pense que aussi bien les poursuites que les greffes doivent tomber. Et puis, ce monsieur-là doit retrouver sa liberté. Moi, c'est mon point de vue. Voilà. Oui, Tradam. Ça remet en cause le travail que la CNDH a eu à faire. Ça remet en cause le principe d'indemnisation. Parce que c'est un nouveau dossier qui s'ouvre. On va voir comment ça va être géré. Parce que c'est dans le même dossier, n'est-ce pas, l'affaire Tamou. Il y a eu un travail qui a été fait. Il y a d'abord la M62 qui a fait son communiqué. Après le communiqué de M62, ils ont dit qu'ils vont continuer à faire des investigations pour faire toute la lumière. Ensuite, il y a eu, comment on appelle ça, la CNDH, le président a dit, ils se sont auto-saisis, n'est-ce pas? Ils sont allés, ils ont fait un rapport. Et le rapport a quand même s'il comporte des insuffisances, ça a apporté un certain nombre d'informations qui ne contredisent pas totalement ce qui est contenu dans le communiqué de M62, n'est-ce pas? Ça ne va pas en contradiction. Et nulle part dans le rapport de la CNDH, il n'est question d'incendie, comme avait dit, où des gens sont venus mettre le feu. C'est suite parce qu'ils ont établi le bombardement, ils ont fait le lien entre le bombardement et les incendies qu'il y a eu sur le site, n'est-ce pas? Et ils sont allés jusqu'à trouver encore, en fouillant dans les puits, dans les galets, ils ont trouvé 2 corps. Et ils ont pris en considération des éléments d'information que le M62 a mis à leur disposition.
Et voilà qu'aujourd'hui, malgré tout ceci, on trouve encore à dire que ça pose problème. Comment convaincre les citoyens avec ce genre d'arguments? Au passage, il faut préciser que Merci. la CNH a été le voir en prison, je crois. Quand ça? Avant-hier. Oui. Bon, je ne sais pas, moi je ne suis pas... Si, la CNDH a même publié un communiqué à la suite de cette visite. Bon, il n'y a pas d'annonce, hein, sauf que les conditions de sa détention sont tout à fait convenables, régulières et tout. Mais le communiqué dit que l'intéressé lui-même s'est plutôt apaisanti sur comment il a été arrêté et inculpé. Et donc, voilà. Et le communiqué finit en disant que la CNDH reste attentive à l'évolution du dossier, etc. Hein? Mais bon, ça n'arrive pas ce type de ce cas-là. Alors, merci. Donc, affaire à suivre, comme on dit, hein, certainement beaucoup d'autres réactions sont attendues d'ici les jours prochains par rapport donc à ce dossier du coordinateur du M62, M. Ablaye Sedou, qui est donc à la prison de Kolo depuis le lundi 23 janvier dernier. Deuxième sous-thème de Presse Plus, le résumé avec Boubacar Amadou, notre camarade de la rédaction de la télévision Bonferré. Front social, l'intersyndicale des travailleurs hausse le ton. Le Front social est-il sur le point de se réveiller? En tout cas, les centrales, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de 4 des 5 centrales les plus représentatives du pays réunies au sein de l'ITN, l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ont décidé d'un arrêt de travail de 48 heures pour les 25 et 26 janvier 2023. Des revendications allant de l'amélioration de leurs conditions de travail à celles de leur carrière et de leur vie de tous les jours sont au centre de ce mouvement. Le président de la République a tenté de désamorcer la tension en recevant quelques jours auparavant les représentants des travailleurs, mais rien n'y fit. L'ITN hausse le ton, mais quelle sera la suite? Puisque dans le même temps, la CDTN signe un contrat avec le gouvernement. Débat à suivre tout de suite. Alors, Front social, l'intersyndicale des travailleurs hausse le ton, et si vous avez remarqué, ce n'est pas que les travailleurs seulement qui haussent le ton, on l'a vu cette semaine, les commerçants aussi, la semaine d'avant, les scolaires qui ont fait un grand chambardement ici dans la capitale en tout cas, les écoles ont été fermées, quelques casses d'ailleurs ont eu lieu ici et là. Et donc, le Front social connaît, si l'on peut dire plus ou moins, un début d'ébullition, puisque beaucoup de secteurs ne marchent pas tout à fait comme les gens s'y attendent. En tout cas, en ce qui concerne l'intersyndicale du travail du Niger, le journal Le Monde aujourd'hui a titré « ITN, CDTN, quand le Front social se fracture et se ridiculise ». ITN, CDTN, quand le Front social se fracture et se ridiculise. Et puis le journal Le Nouveau Républicain a titré « Règlement de conflits sociaux, Renaissance 1, 2, 3, même pipe, même tabac ». Règlement des conflits sociaux, Renaissance acte 1, acte 2 et 3, même pipe, même tabac. Nouveau Républicain, donc règlement de conflits sociaux, Renaissance, acte 1, 2 et 3, même pipe, même tabac. Voilà. Et je propose de suivre la déclaration de l'intersyndicale du travail du Niger à la veille du début de leur débrayage, de la grève, donc la grève de 48 heures, le 25 et 26 janvier dernier, et donc la veille, le 24 janvier, l'intersyndicale a rendu public une déclaration pour préciser les objectifs de cette grève et surtout les conditions dans lesquelles cette grève se tient et les raisons aussi. Je propose de suivre tellement de Bonferré Télévision. Vers un Niger au ralenti les 25 et 26 janvier 2023 à l'appel de 4 centrales syndicales représentatives regroupées au sein de l'ITN. L'ITN, par cette sortie médiatique, a rappelé les préoccupations urgentes des travailleurs, l'objet du préavis de grève de 48 heures qui débute à compter de demain, 23 janvier 2023.
Les préavis de grève fait suite, il faut le rappeler, au mauvais état dans lequel se trouve le partenariat entre le gouvernement et l'intersyndicale des travailleurs du Niger. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2012, de 2012 à aujourd'hui, entre l'ITN et le gouvernement, il y a eu 5 protocoles d'accord signés. Et de ces 5 protocoles d'accord signés, il est regrettable de constater que beaucoup des engagements qui ont été pris n'ont pas été respectés. Le premier point, il est relatif, n'est-ce pas, à l'harmonisation du régime indemnitaire. Le deuxième point, c'est l'appurement définitif de tous les arriérés liés aux incidences financières. Le troisième point, c'est l'octroi d'une prime de départ à la retraite. Et le quatrième point, il est relatif à la suppression de la contractualisation dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Ensuite vient un cinquième point qui concerne tout le monde, qui est relatif à la cherté de la vie. Les responsables de l'intersyndicale du Niger ITN ont également rassuré les travailleurs de leur engagement à poursuivre le mouvement jusqu'à satisfaction de ces revendications. Maintient son mot d'ordre de grève de 48 heures pour le mercredi 25 et jeudi 26 janvier 2023. Pour dire que l'ITN n'est pas seul dans cette lutte, dans tous les cas, demain nous édifiera beaucoup plus par rapport à la grève de l'ITN. Ce mouvement de grève de l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN a eu le soutien de plusieurs centrales syndicales non représentatives, ainsi que des syndicats de plusieurs domaines de la vie. Ce préavis de grève intervient après plusieurs tentatives de négociation avec la partie gouvernementale et du président de la République. C'est donc l'intersyndicale des travailleurs du Niger qui est composé des 5 centrales syndicales les plus représentatives. Il s'agit de l'USTN, de la CNT, de la CGSL et de l'USPT. Donc seule la CDTN, Confédération démocratique des travailleurs du Niger, ne fait pas partie de l'ITN, qu'elle a quitté il y a quelques temps. Alors, Ousseini, bon, mais bien évidemment, quand on suit les explications fournies par les responsables syndicaux, on s'est dit qu'ils sont dans leur bon droit, n'est-ce pas? Mais il ne faut pas perdre de vue qu'ils ont déjà fait une déclaration le 6 janvier, n'est-ce pas? L'ITN a fait une déclaration le 6 janvier pour dire au gouvernement, on vous donne jusqu'au 15 janvier pour régler nos points de revendication. C'est des revendications autour desquelles il y a eu des engagements. Le gouvernement a pris des engagements. Tout à l'heure, le responsable syndical a dit que depuis 2012, de 2012 à aujourd'hui, que ces engagements ne puissent pas, parce qu'ils ont 4 engagements qu'ils considèrent comme des préalables, notamment, non 4. Le 5e, ça concerne tout le monde, c'est par rapport à la cherté de la vie. Oui, mais sinon c'est 4. Le premier point, c'est par rapport au SMIC. La revalorisation du SMIC. Le deuxième point, qui est aujourd'hui de 30 045 francs CFA. Plus exactement, oui. Et le deuxième point, je crois, c'est par rapport à l'indemnité de départ à la retraite ou prime de retraite, je crois. Le quatrième point, c'est les incidences financières, n'est-ce pas, des avancements et reclassements. Et le 5e point, c'est ça que je viens de dire. La fin de la contractualisation. La fin de la contractualisation, l'absorption des contractuels qui sont là, qui constituent pratiquement l'essentiel des travailleurs aujourd'hui, en tout cas la grande masse de ce qu'il y a au niveau des secteurs de l'éducation, la santé notamment. Bon, tout ça, moi je me dis, ce n'est pas trop demandé à un gouvernement. Si depuis 2012, ces points-là, vous êtes d'accord là-dessus, vous vous êtes entendu que vous allez les mettre en œuvre, et que vous les traînez jusqu'en février, au passage... 10 ans pratiquement. 10 ans. En février 2021, déjà, ils se sont rencontrés où ils ont déjà posé ces 4 points comme préalables pour pouvoir continuer sur les 13 autres, parce que c'est au total 13 points, n'est-ce pas? Malheureusement, le gouvernement ne les a pas suivis, c'est-à-dire on vient, on négocie, on est d'accord sur le principe, mais dans le cadre de la mise en œuvre, le gouvernement traîne les pieds. Moi, j'ai dit, il y a de la mauvaise foi, il y a la mauvaise volonté quelque part, et par conséquent, les travailleurs, quelque part, c'est qu'ils font. Ils sont là pour défendre les intérêts matériels et moraux de leurs membres, de leurs militants. Nous sommes partis, nous avons négocié, on s'est entendu sur ça. Moi, j'ai dit, le gouvernement, de son côté, doit se donner les moyens, en tout cas créer les conditions pour pouvoir respecter ces engagements-là. Mais quand le gouvernement ne le fait pas, et à chaque fois, parce que j'ai entendu des gens dire, non, ils ont décidé de claquer la porte. Mais je vais aller négocier sur quelque chose, déjà, on s'est entendu là-dessus.
mais dont l'application, le gouvernement ne veut pas appliquer pendant 10 ans. Ça signifie quoi? Je vais aller. C'est vrai que l'avant-veille encore le président de la République a. Oui, bien sûr, c'est à ce moment initié que le gouvernement. une rencontre Mais c'était déjà un engagement. Avec les centrales. Non, ça ne posait pas de problème. Mais c'était un engagement que le président avait pris lorsqu'il avait rencontré les centrales syndicales. Et je crois que c'était en mai 2021, quand il avait rencontré les centrales syndicales, il a promis de les rencontrer à la veille de chaque session budgétaire de l'Assemblée nationale pour échanger, voir dans quelle mesure on peut harmoniser les doléances et tout, pour qu'on puisse tenir compte de ces choses-là. Non, mais je vais dire non. Cette série de rencontres a été bien accueillie. Ça a été bien accueilli parce qu'au moins c'est en face, vous êtes en face. Mais quand lui-même, il n'a pas respecté, sur les 2 ans qui ont suivi, il n'a pas respecté. C'est quand seulement il y a eu l'annonce de la grève de l'ITN, c'est à ce moment il s'est précipité pour leur dire venez, on va échanger. Mais ils sont tous partis. Et le lendemain, on dit le comité interministériel veut rencontrer. Mais bon, l'ITN, ils ont déjà un préavis qui est là. Et on dit aux autres, venez vous aussi, ça concerne tout le monde. Moi, j'ai dit quelque part, il y a une volonté de sabotage du mouvement que l'ITN voulait engager. Sinon, ceux qui ne sont pas porteurs de ce préavis, ils vont chercher quoi? Parce qu'ils se sont dit, ils n'ont jamais rien dit pendant que les choses, le temps s'écoulait. Et c'est ça le titre du Monde aujourd'hui. Hein. Quand le Front social se fracture et se ridiculise. Donc c'était au moment de la rencontre. Non, mais le problème du Front social dont tu parles. Non, mais sauf que le Front social, il a réduit au mouvement syndical. Non, l'ITN, tu sais, au départ, l'ITN a été créé. L'ITN a été créé pour avoir une unité de mouvement, une unité syndicale quand ça avait été créé sous Tanja. N'est-ce pas? Pour pouvoir aller, pas en rang dispersé, mais chaque fois qu'il y a des revendications qui concernent les travailleurs, il faut qu'on soit ensemble, toutes les centrales syndicales. Et ça avait bien fonctionné. Au début, c'était une douzaine de syndicats. Justement, ça avait bien fonctionné jusqu'aux élections professionnelles. Oui. Mais à partir du moment où il y a les élections professionnelles, les autres centrales qui sont venues, les 4... c'est 5 centrales. Oui, qui sont CDTN était en tête, CNT était deuxième et ainsi de suite. Voilà. Et il s'était agi de reconstituer ce mouvement, mais la CDTN n'a pas voulu adhérer pour continuer avec eux. Moi, je ne vois pas la fissure. Il y a déjà cette fissure qui était là à ce moment. Maintenant, ils ont décidé qu'ils ne vont plus continuer à croiser les bras. Ils accusent la CDTN de vouloir s'accaparer de tous les postes de représentation. Oui, mais c'est même un peu. Après, les gens ont découvert un certain nombre de choses par rapport à cette centrale syndicale. Les gens ont découvert un certain nombre de choses, n'est-ce pas? Et ça, quelque part, ces syndicats, c'est dans leur bon droit de dire on ne peut plus continuer à rester. Quand on prend des engagements avec nous, on ne les satisfait pas. Mais quand les autres veulent engager, parce que la preuve, vous avez vu, même les centrales qui ne sont pas représentatives ont décidé d'accompagner le mouvement. Ça veut dire qu'il y a un ras-le-bol généralisé. Et il fallait créer les conditions pour que ça ne puisse pas marcher. Mais malheureusement, heureusement, ça a marché, ou malheureusement, pour ceux qui voulaient que ça soit sabordé, ça n'a pas donné. Et moi, j'ai dit quelque part, il faut que le gouvernement prenne conscience d'une chose, c'est que les partenaires sociaux, quand vous prenez des engagements, mais même quand vous avez des difficultés de mise en œuvre, il faut les appeler rapidement. Mais n'attendez pas que la situation pourrisse pour vouloir éteindre le feu ou de dire venez, on va négocier en cours. Ça n'a aucun sens. Est-ce que les gens vont passer leur temps à négocier? Et surtout quand on voit, ils ont relevé un certain nombre de choses dans leur déclaration là, le train de vie insultant de l'État, avec des conseillers qu'on nomme à tout de bras par-ci, par-là, alors qu'on ne peut pas arriver à régler des détails, qu'on puisse dire qu'un travailleur gagne 30 000, 45 francs par mois, augmenter ce revenu-là. Alors qu'il y a quelqu'un qui est peut-être là couché, à la fin du mois, il ne fait rien, avec son titre de conseiller, à la fin du mois, il va aller prendre 400 000, 300 000, à ne rien faire. Mais il n'y a pas de l'autre côté, il n'y a pas d'argent pour améliorer les conditions de vie. Des gens qui produisent pour alimenter les caisses de l'État. Alors que, bon, on aime dire ce qui se fait ailleurs pour imiter, alors que par rapport au SMIC, par exemple, il y a une vague d'augmentation du SMIC dans tous les pays pratiquement. Mais au Bénin, par exemple, et même au Mali qui est en crise, parce que le Mali, Goïta a récemment décidé il va revoir toute l'architecture de la grille salariale pour voir dans quelle mesure il va renforcer. Parce que tout le monde sait la structure de la vie est là. Mais on la câble. Parce que ce n'est pas une question qui concerne que les travailleurs, ça concerne également les citoyens qui ne sont pas forcément des travailleurs. Quand même des commerçants sont censés, décident de descendre, de taper du poing sur la table. Parce qu'ils ont
Ils ont pitié pour les consommateurs. Et c'est ça, ça fait partie des mobiles. Ils sont partis, il y a la facture certifiée. Ils n'ont pas le non. Les commerçants, ils ont surtout la facture. Mais je vais dire, certifiée. Mais il y avait. Oui, la facture certifiée. Mais indépendamment de la facture certifiée, il y a un certain nombre, au niveau des programmes douaniers, je crois, il y a un certain nombre de problèmes qu'ils rencontrent. Et tout ça, ça fait que le coût de la vie deviennent de les produits. Et quand les consommateurs ne sont pas solvables eux-mêmes, quand les consommateurs ne sont pas, eux-mêmes sont impactés. Les commerçants sont impactés parce que les produits ne sont pas. Quand vous amenez les produits, c'est pour les écouler rapidement pour pouvoir commander. Mais quand vous ne pouvez pas les écouler parce qu'il n'y a pas de clientèle, ça pose un problème. La clientèle, les produits deviennent de plus en plus un luxe. Même les produits de première nécessité. Deviennent de plus en plus un luxe. Première nécessité. Absolument. L'huile. Alors, beaucoup de secteurs ont été touchés par cette grève. L'éducation, la santé, le transport, le commerce, etc. Mais je propose de suivre ce reportage sur le secteur de l'éducation. Comment est-ce qu'elle a été impactée par cette grève. Je propose cet élément de Suleiman Ousmane, notre camarade de la rédaction, la télévision Bofé. La grève donc de l'ITN dans le secteur de... Les établissements scolaires publics, lycées, collèges et primaires de Niamey n'ont pas fonctionné ce jour mercredi 25 janvier 2023. Ils sont restés fermés, vides et aucun signe de vie. C'est le constat qui se dégage dans ces écoles visitées et c'est la suite à l'appel lancé par les structures syndicales membres de l'ITN pour observer la grève de 48 heures de l'intersyndicale des travailleurs du Niger. Une première journée jugée satisfaisante au niveau des responsables syndicaux de l'éducation. Pour la première journée, vraiment, le constat est très très satisfaisant. Parce qu'en ce qui concerne le secteur éducatif, en tout cas, je ne peux pas dire que la grève est respectée à 100%, mais je vous assure, elle est respectée à plus de 85%. Donc vraiment, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, nous avons vraiment un sentiment de satisfaction générale. La première journée, elle est plus que satisfaisante. Vous avez sonné, vous-même, vous avez vu un peu partout, les écoles sont fermées. Et certains même étaient en composition du premier trimestre, mais les enseignants ont répondu au mot dont ils ont boycotté. Sur la question des menaces de certains responsables de l'éducation, les responsables syndicaux s'expriment en ce terme. Cette affaire de menace, ça continue actuellement vers Maïei. Il y avait un de nos militants qui a même été convoqué à la justice par son directeur. Par le simple fait qu'il a cours, il a dit que non, lui ne peut pas faire cours, sa structure a appelé en grève, il est en grève, pourquoi on va lui dire d'aller faire cours. Mais regardez bien à quel point ce directeur est un incompétent, un incapable, il peut prendre une convocation pour amener un enseignant. L'administration, à quelque niveau qu'elle soit, n'a pas le droit d'entraver la bonne marche de notre grève. Et nous leur demandons vraiment de tout faire pour recenser tous ces administrateurs zélés qui sont en train de les intimider ou bien de les menacer. Et Inch'Allah, nous allons utiliser tous les moyens légaux pour les traduire devant les services compétents afin que justice soit faite. Si dans les écoles publiques la grève a été respectée, par contre dans le privé, les élèves prennent cours normalement. Cette grève intervient dans un contexte caractérisé par le non-respect du protocole d'accord de la dynamique de février dernier par le gouvernement, mais aussi à un moment où le partenariat entre le gouvernement et les syndicats du secteur éducatif se porte mal. Oui, vous savez, tu disais que toute complicité se fait cash. Et le problème de nos syndicats, c'est que durant ces 10 dernières années, ils ont été complices de la situation du gouvernement. Il a rappelé tout à l'heure, il dit qu'ils ont 5 protocoles d'accord qui n'ont jamais été... 5 protocoles d'accord qui n'ont jamais été respectés par la partie gouvernementale. Alors, qu'est-ce qui explique aujourd'hui, c'est Toyi Boyoula, cette levée de bouclier des syndicats? Qu'est-ce qui explique ça?
personne n'a expliqué. Puisque si vous avez avalé les couleurs durant 10 ans, mais pourquoi vous allez vous lever maintenant pour dire que vous n'êtes pas d'accord? Et vous avez vu? Ah oui, mais ça suffit. Oui, non, oui. Mais c'est parce qu'ils ont fait le lit de ça. Ils ont fait le lit. Et même qui sont complices de leur situation. Parce qu'ailleurs, c'est impossible. Les gens ne vont pas accepter avoir des protocoles empilés sans les respecter. C'est pas possible. Mais ici, puisque tout passe, comme on disait quand on était gosse. Ok, d'accord, mais maintenant ils disent c'est bon. Aujourd'hui, ils ont dit c'est bon. Mais ça va. Oui, ça va. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire pour que ça, comme ils disent que ça va. Pour que ça bouge. Oui, pour que ça bouge. On n'a pas vu. Parce que la grève, on a vu, les gens ont mis des mécanismes pour la briser. Il y a eu beaucoup de services. En tout cas, la première matinée, il y a eu beaucoup de services. Et même la deuxième matinée, il y a beaucoup de services qui n'ont pas pris. Et les Nigériens, on tombe rapidement dans le découragement. Mais il faut que la deuxième journée a mieux marché. Oui, que la première, oui. Parce que les gens ont observé, bon, il n'y a pas eu beaucoup de casse, on n'a pas venu. Donc, les gens sont partis. C'est ça le problème des Nigériens. Il est toujours attentiste, parce que chacun craint quand même de prendre le pot cassé, parce qu'on a l'habitude de voir que les syndicats ne sont pas en mesure, en tout cas à 100% de vous défendre quand il y a problème, même si c'est par rapport à des grèves. Les gens font attention. Donc, il faut que l'unité syndicale, là, il ne faut pas que ce soit un vain mot. Il faut que ce soit vraiment un mot réel et que les gens soient convaincus de leurs faits et obliger le gouvernement à les écouter et à répondre à leurs attentes. C'est la seule manière. Mais si ce n'est que les grèves, ça va être un épiphénomène, ça va s'arrêter là. Absolument, oui. Je vais vous expliquer un peu pourquoi pendant 10 ans les syndicats. En fait, je le sais mieux que toi. Pas autant que mieux que moi, puisque moi j'étais le responsable de la CFDR. Oui, mais il faut le dire. Il y a des choses, on ne peut pas le dire sur un plateau. Il n'a jamais assisté aux réunions. Voilà. Oui, mais d'accord, on ne vous dit pas de divulguer des secrets d'État, mais de nous dire, moi, à peu près, ce qui est... Oui, il y a rien. Non, lui, il est venu après. Dans tous les cas, là où les décisions étaient prises, il n'était pas là. C'est au niveau de la CFDR. Quand on sentait qu'on allait inexorablement vers la chute de Tandja, les gens ont tenu une réunion pour dire, au cas où l'un des partis politiques ou l'un des leaders des partis politiques accède au pouvoir, il faut que ceux qui sont restés dans la dynamique de la CFDR l'accompagnent pendant ses mandats. Il n'était pas là. Mais Bazoum était là. Mahmoud était là. Fumko était là. Tiana était là. Abdoulaye Diori était là. Maman Ousmane était là. Mais lui n'était pas là. Donc voilà pourquoi les gens parlaient de participation des syndicats au niveau. On a dit qu'il ne faut pas faire en sorte que vous posiez des actes qui puissent gêner la gestion. Et d'ailleurs, vous et la société civile, vous allez participer à la gestion du pays. Voilà la raison pour laquelle certains acteurs de la société, ce n'est pas par opportunisme, ça c'était bien avant la chute de Tandja. Maintenant, quand il y a eu la chute, on a tenu une réunion pour dire, écoutez, vous allez en compétition. Il est tout à fait possible que vous ne teniez pas compte des engagements que vous avez pris ici. Tous sont restés unanimes sur le fait que, en tout cas sont tombés unanimes sur le fait qu'il faille maintenir les promesses faites. Voilà, moi c'est à ce titre-là que je suis allé à la présidence. Ce n'est pas en tant qu'opportuniste. C'est dans le cadre de la société civile que je suis parti. C'est dans le cadre de la société civile que beaucoup de membres du syndicat se sont retrouvés au CESOP. C'est dans le cadre de beaucoup ont été nommés conseillers à la présidence de la République. Donc si les travailleurs n'ont pas bougé, c'était dans ce cadre-là. Mais il se trouve que il y a eu des... Docteur, quels étaient les leaders, ceux qui étaient en vue, voilà. Pas les militants à la base. Voilà. Parce que quand les militants veulent vouloir, ils disent calmez-vous, on va arranger. On va, oui, parce qu'on a des représentants partout, la société civile, machin, nous on va tout pouvoir. Mais les problèmes n'ont fait que s'accumuler. Et à chaque fois que les problèmes s'accumulaient, le gouvernement signait des protocoles d'accord. Mais en réalité, il ne respectait aucun protocole d'accord. Parce qu'il comptait sur les représentants qui sont dans l'administration pour calmer la base. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus dans cette logique-là. Et il se trouve que d'autres facteurs sont venus se greffer à cet état de fait. Voilà la raison pour laquelle
Aujourd'hui, la cherté de la vie concerne tout le monde. Il n'y a rien à faire. Donc, d'autres facteurs sont venus se greffer. Et les commerçants sont entrés dans la danse à cause justement des taxes innombrables là qu'on a ajoutées. Moi, ce stylo-là, je l'ai acheté à 850. Mais au fini, je l'ai acheté à 1062 francs à cause de la TVA qui représente 19%. C'est un Chinésien. Je peux vous donner la facture certifiée. Donc, ça pose problème. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à la fin du mois, l'État a de l'argent frais. Il n'attend pas 12 mois. À la fin du mois, il envoie ses agents racler les caisses, là, voir combien vous avez encaissé, et ainsi de suite. Donc moi, je pense que c'est ce qui fait qu'il y a eu cette accalmie. Mais aujourd'hui, cette accalmie ne peut pas durer, elle ne peut pas continuer. Parce que d'abord, si les représentants ont été actifs, normalement, on devrait pouvoir faire augmenter le SMIC. On devrait pouvoir augmenter le salaire. Mais chacun est parti dans son coin, il s'est arrangé pour être là où il est, et puis il s'est réalisé. Et il s'est coupé de la base. De sorte qu'aujourd'hui, ces gens-là, même s'ils reviennent parler au niveau de la base, plus personne ne les écoute. Parce que l'État a réussi à les couper des travaux. Donc moi, je pense que c'est ce qui explique que... maintenant, ce qui est clair, c'est que d'autres acteurs vont émerger. Maintenant, je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce qui est certain... Et sans parler du fait qu'au cours de tout ce temps, de tout ce trajet, il y a eu le temps d'émietter les syndicats aussi. Oui, l'État a émietté les syndicats, a créé plusieurs syndicats dans le même secteur. Je me dis, ça c'est de bonne guerre. Mais en réalité, le problème fondamental que les gens doivent comprendre, c'est qu'un syndicat n'est pas forcément dans une lutte âpre contre l'État. Tant que tout va bien là, qu'est-ce que vous pouvez revendiquer? Ceux qui ont conçu la démocratie ont prévu qu'il y aura des confrontations au niveau des intérêts. Mais ils disent que cette confrontation des intérêts doit trouver sa solution dans le dialogue, mais pas dans la fourberie. Or, pendant 12 ans, ces gens-là ont été victimes de fourberie. Aujourd'hui, ils découvrent qu'en réalité, la participation syndicale dont on parle au niveau de la gestion de l'État n'a pas participé aux travailleurs, mais a plutôt participé à quelques individualités qui apparemment continuent à être établies dans la... Voilà donc moi de mon point de vue. C'est le principal argument, c'est ça. Non. Parce que je vous dis, c'est ça aujourd'hui, au niveau de toutes ces centrales-là, qui sont au niveau de l'ITN. Moi, j'ai un peu suivi le processus de mise en place de reconstruction de l'ITN. La CDTN a refusé, a fait jouer au dilatoire pour venir, parce que c'était la seule, le fil conducteur à l'époque. Mais depuis les élections professionnelles, elle n'a plus voulu, elle a voulu jouer. Et les autres sont allés, ils ont dit on va mettre quand même ce cadre-là. Parce que c'est un cadre fédérateur pour pouvoir poser nos revendications ensemble. Mais même l'attitude de la CDTN, ça dénote quelque chose, n'est-ce pas? Alors les autres vont continuer. C'est pour ça ils se sont aujourd'hui en plus le rajeunissement au niveau de ces responsables syndicaux. Ce n'est plus les mêmes anciennes têtes, c'est des nouvelles têtes qui sont là. Absolument. Qui sont plus proches des militants et qui sont prêts quand même à ne plus continuer, qui ne veulent plus continuer à observer des engagements qui ont été pris depuis, et sur la base de ces engagements continuer, parce que les militants vont se décourager, et carrément c'est des affiliés, ils sortir carrément du syndicalisme. Voilà un peu les enjeux. Absolument. Et c'est M. Soumana Hamidou, qui est contractuel à Falmey, qui va dans le même sens que vous, qui jette en tout cas la pierre, la responsabilité à la CDTN, entre autres, en disant « Je pense que la CDTN est à la solde du gouvernement et non pour la défense des intérêts des travailleurs, car sa principale structure, membre de cette centrale, qui est le SNEN, partage les membres qui ont les mêmes revendications à travers sa participation à la dynamique du syndicat des secteurs de l'éducation. De ce fait, la CDTN ne prend pas en compte les préoccupations des enseignants, surtout contractuels. » Aujourd'hui, ils sont obligés de se battre eux-mêmes. Et bon, il ne faut pas perdre de vue que les syndicats de contractuels, ils sont répartis entre les différentes centrales. Par exemple, le SINASEP se retrouve avec la CNT, n'est-ce pas? Si le SNEN est de l'autre côté, le SNEN aussi a des contractuels, n'est-ce pas? Mais c'est des problèmes d'ensemble que les syndicats ont pensé à travers la mise en place de cette structure. Mais quand on a vu certains se comporter, qu'ils ont abandonné parce qu'ils se sont retrouvés dans des positions de bourgeoisie, d'enrichissement. C'est plus la peine de lutter. L'essentiel, c'est la réalisation personnelle. C'est-à-dire qu'on a abandonné la vision globale de la lutte, qu'on est là pour les militants. Ça peut marcher en politique, mais pas en machin, pas dans le syndicat. Le syndicat est là pour... Non, mais
C'est ça, partout au monde. Vous voyez, dans d'autres pays, c'est les syndicats qui constituent les principales forces. Comme quand tu prends en Afrique du Sud, quand tu prends, c'est ça les syndicats. Non, mais même au Niger, cela a été le cas à un moment. Même au Niger, cela a été le cas à un moment. Les centrales, absolument. Même au Niger, cela a été le cas à un moment. Les gens se sont politisés. Quand ils parlent le truchement du syndicat, ils sont allés de l'autre côté. Ils ont abandonné les problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Est-ce que vous avez vu depuis les syndicats sortis par rapport à la cherté de la vie là? A-t-on besoin de dire à quelqu'un, c'est au syndicat de dire, parce que les revenus des travailleurs n'ont pas augmenté d'un iota. C'est à eux de faire ce combat-là. Mais pendant longtemps... Quand on voit, en fait, je ne regarde pas les enseignants, mais c'est un fait qu'il faut marcher, c'est les enseignants qui se sont le plus plaints, et qui ont été la locomotive du mouvement syndical au Niger, qui se sont beaucoup plaints de leurs conditions de vie et tout, machin. Mais c'est eux également qui se sont jetés de la politique, les premiers, et même jusqu'à ce jour, qui en profitent, qui en profitent le plus par rapport aux autres acteurs de la vie professionnelle. Alors on finit avec ce message de monsieur son nom est M. Maïna Sarasseini. Il dit j'accorde mon violon avec le débarrage de l'ITN. Nous avons un gouvernement qui ne ressent aucune empathie pour les salariés et les travailleurs. Ces derniers tirent le diable par la queue. Le pouvoir d'achat s'est considérablement amenuisé, d'où une augmentation de salaire s'impose avec cette cherté de la vie. Le principal passage qu'on peut retenir, c'est qu'il dit que ce gouvernement ne ressent aucune empathie pour les travailleurs et les salariés. Peut-être. Pourquoi voulez-vous que le gouvernement sente une empathie pour les travailleurs? C'est au travail, je dis non. Non, attendez. Honnêtement, soyons sérieux. Mais un gouvernement, c'est la solution de facilité qu'il cherche. Oui. Et mais le gouvernement n'a pas le devoir de mettre les travailleurs dans les bonnes conditions. Mais il pense. Mais attendez, on a dit tout à l'heure qu'il y a 5 protocoles d'accord qui n'ont jamais été respectés. Parce que le gouvernement... quand on dit qu'on jure de faire le bonheur de mais les travailleurs en font partie. Mais justement, le gouvernement, lui, dans sa posture... L'empathie doit être en ce moment-là obligatoire. Oui, dans sa posture... L'empathie en ce moment-là doit être obligatoire. Mais dans sa posture actuelle, il pense que ça se passe bien. Il y a 6 mois ou 5 mois ici, Bounty a fait le chaud, le froid ici pour dire que le gasoil ne va pas passer. Ça a passé. Tous ceux qui... Attendez. S'il te plaît, non, Abdraman. Non, laisse-moi finir. D'accord, mais avant, tu parles de deux choses différentes. Ce qui est possible et ce qui se fait. Non, mais en fait, tu parles de deux choses différentes. Non, je ne parle pas de deux choses. Ce qui se passe et être capable de changer la situation ou d'inverser, ça c'est le rapport de force. C'est différent. Mais cela ne veut pas dire que les conditions sont bonnes. Que les gens vivent bien ou mieux que les travailleurs. Mais s'ils n'ont pas la force ou la capacité de changer le rapport de force, cela n'explique pas pour autant les conditions dans lesquelles ils sont. Mais si, mais le gouvernement, lui, tant qu'il n'y a pas un rapport de force, tant que tu ne le rappelles pas avec force, il n'est pas satisfait. Ça, c'est autre chose. Eh bien, mais le gouvernement, tout gouvernement, partout dans tous les peuples du monde, c'est comme ça. Un gouvernement, il a son agenda, il le déroule. Si en cours de route, vous n'êtes pas satisfait, vous le faites, vous le dites d'une manière le monde, il continue. Non, tous les gouvernements ne sont pas pareils. Partout c'est pareil. Partout c'est pareil. Il n'y a rien qui s'obtient. Oui, d'accord, dans l'absolu. Honnêtement, c'est comme ça. Mais la preuve, c'est qu'ailleurs, il y a tu sais, Bounty veut me faire dire des choses que je ne veux pas dire. Je ne les dirai pas. Mais en tout cas, c'est que sûr, aucun gouvernement ne marche comme ça. C'est pas que les travailleurs ont baissé les bras, n'est-ce pas? À chaque fois, ils sont allés négocier, dans le souci de préserver la calmie sociale, n'est-ce pas? Et que le partenaire va être honnête pour pouvoir les engagements sur lesquels ils se sont entendus mettre en œuvre ces engagements-là. Mais 10 ans durant. Mais parce que 10 ans durant un temps, beaucoup de choses se sont passées. Il y en a qui se sont politisés, qui ont trouvé des postes où ils pouvaient gagner. Ils s'en foutaient de ceux qui sont... Ça, c'est un aspect. Mais un gouvernement, quand il peut résoudre un problème... Il le résout. Mais est-ce qu'il a besoin de jeux ondulatoires Mais c'est ça, c'est pourquoi je dis que c'est différent. Des PME, c'est différent. Ce qui ne dit pas, c'est qu'entre-temps, les gens sont en train de se distribuer les revenus issus du pétrole à travers les augmentations de salaire. Pourquoi les travailleurs vont continuer à observer? Ailleurs, ça ne se fait pas. Vous avez vu les... En tout cas, pas de cette façon-là. Oui. Ailleurs, ça ne se fera jamais de cette façon. Non, en plus, vous savez, ce qui se passe, je pense que je peux un peu vous éclairer. On finit rapidement. Oui, le gouvernement
Et le gouvernement, normalement, a pris l'engagement de donner une sorte de pactole à ceux qui partent à la retraite. Mais le gouvernement se rend compte qu'il y a 1000 départs à la retraite par an. Il est devant ce dilemme-là. Et en plus, c'est que pour aller à la retraite, par exemple, je crois que certains vont avoir 3 millions, 5 millions, 7 millions, 8 millions, ainsi de suite. Comment faire? Et voilà pourquoi, dans leur ruse, les gens vont vouloir prolonger la durée de travail des travailleurs de 2 ans. D'abord, pour freiner un peu peut-être le départ des plus qualifiés à la retraite. En plus, parce que la pension équivaut depuis quelque temps pratiquement à un salaire d'un mois. Ça fait entre 17 et 20 milliards. Donc le gouvernement est devant ces dilemmes-là. Mais en même temps, le gouvernement augmente son train de vie. Mais donc, est-ce que les travailleurs, malgré le fait qu'ils soient informés de ce qui se passe, de ce que le gouvernement soit confronté à des problèmes sérieux, ici, de gestion du personnel, ils vont continuer à fermer les yeux, voyant que certains multiplient les salaires des ministres par 5 pour se les octroyer. Donc voilà un peu là où... Je vais rajouter oui, quelque chose. Oui. Ils donnent même des retraites. Ils s'arrangent même des textes, parce que vous avez assumé un mandat. À la fin du mandat, vous êtes un retraité, alors que le travail il est là pendant pratiquement 40 ans, 50 ans souvent, mais pour gagner une pension, mais quelle pension qui corresponde à quoi? Voilà un peu tous ces enjeux. Mais moi, je dis qu'il y a une mauvaise volonté. Une mauvaise volonté. Quand on est dans le cadre d'un partenariat, on doit pouvoir respecter les engagements qu'on prend. Quand on n'est pas en mesure, parce que je me rappelle même les grèves au niveau de l'université, il y a 2 ans ou machin, pratiquement chaque semaine, les enseignants-chercheurs étaient obligés. Je ne sais pas si jusqu'ici, toutes les doléances ont été satisfaites, mais on ne gère pas les partenaires comme ça. En pensant qu'on a affaire peut-être à des enfants qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Je vous assure, le jour où on paye les pensions là, si vous allez voir la pension de certains, franchement, vous avez même envie de pleurer. C'est des pensions dérisoires que les gens ont. Parce que tout simplement, le gouvernement a cristallisé soit les salaires pendant une décennie, ou il a cristallisé les pensions pendant une décennie. On est en train de mensualiser dans le paiement. Non, même en mensualisant, certains ne gagneront pas plus de 15 000. Non, certains ne gagneront pas plus de 15 000, 30 000 francs par mois. Non, s'il vous plaît, moi je pense quand même qu'il faut prendre peut-être une fourchette à partir de laquelle on peut revaloriser au moins ces pensions-là. Et le SMIC. Et accorder aussi aux travailleurs un pactole, en tout cas une sorte d'enveloppe, leur permettant en partant, moi j'ai bénéficié de ça, j'ai construit une maison avec ce que j'ai reçu. Donc moi je ne suis pas misérable, hein, il ne faut pas se baisser d'illusion. Je prends des dettes à la banque. Non, je ne suis pas misérable. Vraiment j'ai une pension assez consistante. Non, j'ai une pension consistante et puis j'occupe un poste. Il faut pas moi je ne suis pas dans le même lot que les autres, mais je ne souhaite pas que les gens continuent à vivoter dans la misère et la pauvreté. Moi je ne suis pas concerné, mais je me bats pour que leurs conditions s'améliorent. Voilà. Merci. Conclue sur ces propos de Bounti Ahmed Bounti Diallo. Merci, docteur. Merci à Traoré Daouda également. Merci à vous, Sénissa. Merci, mesdames, messieurs. À vous également de nous avoir reçus chez vous pour Presse Plus de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah. Même heure, même chaîne. Au revoir.